Donc aujourd'hui, il s'agit d'océanographie, puisque Jean-François Munster a été directeur d'un grand laboratoire d'océanographie à Toulouse. Et puis, on peut dire qu'il a été un des pères de l'océanographie spatiale, puisqu'il a été le promoteur d'un grand programme, un grand projet certainement dont vous avez entendu parler, qui est Topex Poséidon. Et les résultats ont été tout à fait remarquables. Ça a permis des avancées considérables dans notre compréhension des océans, des courants océaniques, des interfaces entre l'atmosphère et l'océan, et d'où des retombées très importantes dans nos connaissances et une discipline qui est la climatologie. Et fort de ces résultats, de ces succès, évidemment le travail, la carrière de Jean-François Munster ne s'arrête pas là, puisqu'on le retrouve pour notre plaisir, peut-être pas pour tout le monde, je ne sais pas, parce que ce genre de choses, ça se discute, hein, quand il s'agit d'un poste important, puisqu'il s'agissait d'être directeur du département des sciences de l'univers du CNRS. Donc là, en ce qui nous concerne, nous, IAP, on était tout à fait... on a pu avoir avec Jean-François Munster des discussions et des débats importants sur l'avenir de notre discipline. Et ça a été un véritable plaisir de travailler avec lui, puisqu'il a été donc, sur la brèche pour des projets aussi importants que les projets VLT de l'ESO, qu'il a fallu défendre, qu'il a fallu discuter. Et en ce qui concerne en particulier les travaux qui sont menés à l'IAP, eh bien, ça a été un partenaire et un interlocuteur de qualité avec lequel nous avons partagé donc de nombreuses années pour le plaisir de notre travail. Et donc c'est pour ça que nous sommes ravis de le voir aujourd'hui. On a d'ailleurs dans l'Assemblée notre directeur Bernard Faure, avec qui je crois vous avez eu de longues discussions et de longs débats sur l'avenir de l'IAP. Et je vais donc vous laisser la parole pour nous parler donc de la stratégie de l'IFREMER et de tous ces enjeux. Merci. Voilà, j'espère que ça marche. Bonsoir à tous et merci d'être là. C'est effectivement un plaisir pour moi d'être dans cette salle. C'est une des salles où j'ai fait une de mes premières conférences scientifiques. Donc, comme c'est toujours un stress pour un jeune chercheur, ça laisse des souvenirs. Et puis, comme il a été rappelé, j'ai une longue amitié avec Bernard Faure et la direction de ce laboratoire et l'activité de ce laboratoire m'a été très chère quand j'étais à la direction du département des sciences de l'univers du CNRS et à l'INSU. Je disais ouvertement que c'était un des deux laboratoires leaders de l'astronomie française, et je le pense toujours. Je ne vous dis pas quel est l'autre, pour comme ça laisser un soupçon d'incertitude. Bon, ce soir, je vais vous parler d'océanographie, et en fait, d'océanographie à travers le prisme d'un responsable d'organisme appliqué. Donc, je vais commencer par vous dire quelques mots sur l'IFREMER, et j'illustrerai la problématique d'une recherche liée à un besoin socio-économique. C'est notre mission, dans le cadre d'une étude particulière, l'étude du bassin d'Arcachon. C'est important de connaître le bassin d'Arcachon, surtout quand il y a des nappes de pétrole qui rentrent dedans. L'IFREMER a travaillé sur énormément de sujets, et le bassin d'Arcachon, c'est un des thèmes sur lesquels nous avons une équipe, et je vous expliquerai pourquoi c'est important. Donc je commence par quelques éléments de présentation sur l'IFREMER, parce que c'est utile de savoir quelle est la base de notre positionnement et pourquoi je m'exprime comme je vais le faire. Les missions de l'IFREMER sont écrites ici. Les missions de l'IFREMER, en fait, ont été réécrites l'année dernière. C'est une des choses que j'ai voulu faire en arrivant à l'IFREMER, c'est de réécrire notre décret qui date de 84. C'est une manière d'expliciter un certain nombre de choses, de modifier un certain nombre d'éléments de fonctionnement. Et notre mission est exprimée de cette façon-là. On a 3 missions. De connaître la mer pour pouvoir exploiter ses ressources de façon durable. Le mot durable n'y était pas dans le décret initial, et j'ai tenu à l'expliciter, non seulement parce que c'est à la mode, toujours bien pour un organisme d'être dans le ton, mais en fait parce que c'était le fondement de toute notre activité. Tout ce que nous faisons vis-à-vis des ressources de la mer, c'est dans un cadre d'exploitation durable. La deuxième chose qu'il faut avoir en tête, c'est que les ressources de la mer, c'est varié et riche. Ça se décline sous forme de ressources vivantes. On pense à la pêche, mais c'est aussi l'aquaculture, la biotechnologie. Ça se décline sous forme de ressources énergétiques, le pétrole profond, le pétrole offshore,
mais aussi l'énergie thermique et l'énergie des vagues, l'énergie éolienne offshore, mais aussi également les ressources minérales. Et dans les ressources minérales, vous serez peut-être surpris de savoir que la principale, en termes d'exploitation, en Europe en tout cas, ce sont les granulats. Nous vivons dans des sociétés qui aiment construire, même les labos aiment construire. Et donc, on a besoin de granulats. Et on a un problème de ressources en sable et en gravier en Europe. Et une partie de ces ressources doivent venir offshore. La deuxième chose, c'est la surveillance. La surveillance de l'océan. Et là, il y a deux éléments. Un élément qui est nouveau, qui est la prévision d'évolution. Parce que quand on pense aux attentes de la société vis-à-vis de la recherche, très souvent, ça se décline en prévision. Nous vivons dans des sociétés qui aiment bien savoir de quoi va être fait leur lendemain. Et ces besoins de prévision se déclinent pas seulement sur la météo, qui est un problème ancien, mais ça se décline, je ne sais pas, pour l'impact d'un pic de pollution, pour la tempête du lendemain, pour des tas de problèmes sur lesquels on nous demande de mettre en place les connaissances et les outils pour faire de la prévision. Et la deuxième chose qu'il faut remarquer sur cette phrase, c'est que nous avons à traiter sur le même plan la problématique de protection, en particulier la protection patrimoniale liée aux problèmes d'environnement, et la problématique de mise en valeur. Parce que, en termes de richesse, l'océan, c'est aussi un espace, comme les continents. Et l'homme vit depuis tellement longtemps sur les continents qu'il s'est approprié l'espace, tandis que sur l'espace marin, le mécanisme d'appropriation continue d'être actif et d'évoluer de façon très différenciée, avec des négociations internationales pour tout ce qui est les eaux communes. Et on pourrait croire que les eaux communes, il n'y a pas de problème de propriété, mais ce n'est pas vrai. Il y a des propriétés de gisements miniers. Et nous sommes, par exemple, nous, Ifremer, chargés par le gouvernement français d'entretenir des permis miniers au milieu du Pacifique, ce qui suppose qu'on y aille, etc. Et d'autre part, des problématiques de ressources vivantes. Par exemple, nous avons des brevets sur des gènes de bactéries profondes de l'océan. Ça ne va pas de soi parce que ce sont des matériaux vivants du domaine commun dans le monde. Donc, ça pose des problèmes de propriété. D'autre part, des problèmes de zone économique exclusive. On a un droit d'exploitation prioritaire, les pays, dans une zone qui fait 200 000 au large des côtes, sauf qu'il faut les connaître, ces ressources, que leur exploitation se négocie avec les partenaires, et qu'il y a une logique sous-jacente d'extension continue par les pays de cette zone qu'ils sont susceptibles de s'approprier, dont ils sont susceptibles de s'approprier la ressource. Et à titre d'exemple, d'ici 2009, il doit y avoir des négociations internationales pour étendre, dans certaines conditions très bien spécifiées, la largeur des zones économiques exclusives jusqu'à 360 000 au large des côtes. C'est long, hein, 360 000. 1 000, c'est 1,8 km. Ça fait des grandes distances. Et vous voyez que pour ça, il faut avoir des arguments, il faut avoir la négociation internationale. Tout ça, ça peut se faire que sur des bases de connaissances. Donc nous avons à fournir ces connaissances. Et puis, plus près des côtes, il y a les eaux territoriales, c'est-à-dire les eaux qui sont notre propriété d'État. Eaux territoriales pour lesquelles c'est y compris l'accès qui est réglementé. Tandis que la zone économique exclusive, l'accès n'est pas réglementé. L'exploitation des ressources est réglementée, mais pas l'accès. Tandis que dans les eaux territoriales, la zone des 12 000, c'est un texte récent, ça date de la fin des années 60, c'est la propriété des États. Et puis après, il y a le texte de Colbert qui s'appelle le domaine public maritime, donc ça date du XVIIe siècle, où c'est les zones qui se découvrent à marée basse, les zones d'estran, d'estuaire, où là, c'est du domaine de la propriété de l'État qu'il peut concéder pour l'exploitation. Et donc tout le problème de la concession par l'État ne peut se faire que dans des cadres bien particuliers de réglementation sur les différents types d'exploitation, et notamment d'avis sur la compatibilité entre l'exploitation et l'environnement, qui passe par de l'expertise et des connaissances. Donc vous voyez que nous sommes en charge de donner cette base de connaissances pour la protection et la mise en valeur. Et puis enfin, favoriser le développement socio-économique du monde maritime. Alors ça a l'air trivial comme ça, sauf que je vais vous montrer le secteur économique concerné, et le problème n'est pas tant de favoriser l'un ou l'autre, c'est de les rendre tous compatibles les uns avec les autres dans un espace qui a l'air grand comme ça. La mer, ça a l'air grand. Mais n'oubliez pas, la zone dont on est propriétaire, c'est 12 000. 12 000, c'est une vingtaine de kilomètres. Et reporter ça sur une bande de 20 km le long de la côte, c'est minuscule comme territoire. Et rendre compatibles tous les usages de la mer et toute l'exploitation des ressources sur ce même espace, ça fait partie de notre problématique. Alors, quand on pense au moteur de la recherche océanographique,
Le moteur de la recherche vu par les chercheurs académiques, c'est la curiosité. C'est la base de leur logique. C'est là-dessus qu'ils construisent leurs projets. Et ça reste vrai. Ça reste vrai dans l'océan. L'océan est un monde méconnu. Aussi méconnu que l'espace interplanétaire. Souvent, les gens disent on connaît mieux la surface de Mars ou de la Lune que le fond des océans. Bon, il faut toujours nuancer ce genre de propos parce qu'on ne mesure pas les mêmes choses. Reste que dans l'océan, on fait des découvertes fondamentales. Je veux dire, des choses qu'on ne connaissait pas, dont on ne connaissait pas l'existence sur Terre et qui ont une importance au-delà de la simple problématique de l'océan. À peu près tous les 10 ans. Dans les années 60, c'est dans les zones océaniques qu'on a découvert la tectonique des plaques. La reconfiguration des vieilles théories de Wegener, ça s'est fait à partir des recherches océanographiques. Et vous voyez bien que ça dépasse le monde de l'océanographie, c'est toute notre vision du fonctionnement de la planète Terre qui est venue de là. Dans les années 70, c'est dans l'océan qu'on a découvert les sources hydrothermales sous-marines et surtout les écosystèmes associés. Donc des sources d'eau chaude à 350 degrés de température au fond de la mer et des oasis de vie extrêmement intenses qui sont des écosystèmes vivant sur la chémiosynthèse, avec des transformations de l'énergie chimique par les bactéries et puis qui alimentent tout un écosystème. Et à cette époque-là, on ne savait pas qu'il existait sur Terre des écosystèmes qui vivaient d'autre chose fondamentalement que de la photosynthèse. Depuis, on en a trouvé plein d'autres. Mais ça a été la première découverte de ce genre d'écosystème et ça a un petit peu changé notre mode de perception, y compris de l'origine de la vie. Finalement, elle peut aussi apparaître dans ce genre de contexte. Dans les années 60, 80, 90, on a découvert, dans les années 80, on a été capable de mettre en place la prévision du phénomène El Niño à partir de connaissances océanographiques. Et la prévision du phénomène El Niño, c'est la capacité de prévoir des anomalies climatiques à l'échelle saisonnière avec tout l'impact sur les problèmes de précipitation sur les continents. En particulier, les Américains l'utilisent, le prix du cacao dépend de la capacité de prévision d'El Niño aujourd'hui, mais également l'approvisionnement en eau de l'Inde, ce qui est plus difficile à utiliser du point de vue socio-économique, évidemment. Et puis dans les années 90, c'est là qu'on a découvert l'importance des stocks d'hydrates de gaz dans les océans. Les hydrates de gaz sont des glaces d'eau dans lesquelles il y a du méthane dans les sites interstitiels. Et ces glaces d'eau contiennent des quantités de méthane qui sont à peu près 2 fois le total des réserves prouvées de charbon et de pétrole. Donc on a découvert au début des années 90 qu'il y avait sur Terre une réserve de fuel fossile énorme, dont on ne sait absolument pas l'exploiter aujourd'hui, qui est instable, qui est à quelques centaines de mètres sous les sédiments profonds, au-delà de 1000 mètres de profondeur. On n'avait pas idée qu'il y avait ce stock d'énergie quelque part sur Terre. Vous voyez, ce genre de considération vient d'une découverte et d'exploration de l'océan. Les autres moteurs de la recherche océanographique, celles qui justifient l'existence d'un établissement comme l'IFREMER à côté du CNRS et des universités, c'est d'une part les problématiques d'environnement qui se déclinent à la fois à l'échelle locale, la pollution, quand on a largué, je ne sais pas quoi, des testostérones de l'élevage bovin, il faut savoir qu'il y en a une bonne partie qui part dans les rivières, qui arrive au littoral et qui a des effets significatifs sur les coquillages. Ça les empêche de faire leur mutation de genre au cours de leur vie. Voilà, un problème d'environnement local, mais également le problème d'environnement planétaire et toute la problématique du climat. On ne peut pas envisager d'étudier le climat sans avoir l'océan dans le paysage. Problématique des ressources énergétiques et le problème des usages, comme je le mentionnais tout à l'heure. Donc, on a des moteurs. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour faire ça ? Eh bien, il faut de la recherche. Toutes les activités économiques en domaine maritime ne peuvent se développer que sur une base de connaissances, surtout si on veut le faire de façon durable. Et donc, il nous faut des bases de connaissances importantes, de compréhension d'un système qui est par essence complexe. En fait, c'est des paradigmes de la recherche du XXIe siècle, je pense, dans toutes les disciplines, qu'on est sur des objets complexes de plus en plus, et l'océan ne fait pas exception. D'autre part, comme l'océan, c'est un gros domaine, et c'est un domaine naturel, il faut de l'observation, et comme il varie sur des échéances longues, à des échéances de 10, 100 ans, il faut de l'observation dans la durée. Donc toute la problématique d'observation dans la durée. Et comme toutes les sciences, il nous faut de la technologie. L'océanographie n'est pas source de technologie fondamentale, mais par contre, on est sans cesse obligé d'adapter des technologies développées dans plein d'autres domaines pour les mariniser et faire des systèmes marins d'instrumentation, d'engins, de procédés, de logiciels,
Et c'est un des points forts de l'IFREMER, je dois dire. On est le principal organisme européen en développement technologique en domaine marin. Et puis, il faut l'infrastructure. Il y a quelques disciplines qui ont besoin beaucoup d'infrastructures. L'astronomie en est une. En France, on dépense à peu près la moitié des ressources financières pour des infrastructures. Eh bien, l'océanographie, c'est pareil. L'océanographie, on dépense à peu près la moitié de l'argent qu'on dépense sur des infrastructures, des bateaux, des satellites, des gros centres de calcul, des systèmes d'expérimentation, des réseaux d'observation. D'ailleurs, quand on compare les budgets de l'astronomie et de l'océanographie, ils sont très semblables. C'est le même type de population en nombre, c'est le même type de budget et c'est la même répartition entre infrastructures et dépenses de laboratoire. Ça ressemble beaucoup. Je le dis ça parce que souvent on dit l'astronomie est très chère et alors des fois c'est pour attaquer l'astronomie, quelquefois je dis on est aussi cher que l'astronomie, c'est parce qu'il faut qu'on ait autant d'argent que l'astronomie. Ça dépend de la dialectique à laquelle on a à faire face. Et puis le troisième domaine sur lequel il y a besoin de grosses infrastructures, c'est la physique des particules. Mais quand vous regardez les autres disciplines, ce sont les principales dans lesquelles on a besoin de ce pourcentage de points d'infrastructure. Alors, comme on est sur les secteurs économiques, il faut les connaître. Pour nous, c'est la base. Il faut connaître leur existence et leur évolution, leur stratégie. Alors, juste ici, pour indiquer qu'est-ce que c'est que l'activité économique en domaine maritime en France, une valeur ajoutée. Je ne parle pas du chiffre d'affaires parce que beaucoup de ces secteurs échangent du chiffre d'affaires les uns avec les autres. Donc, c'est vraiment la valeur ajoutée. Le chiffre d'affaires est 3 fois plus grand à peu près. Le principal, c'est le tourisme en France. 46% de l'activité économique en domaine maritime, c'est du tourisme littoral en France. Ce n'est pas la même chose dans les différents pays européens. C'est le principal chiffre chez nous, même en Italie, ce n'est pas le principal chiffre. Il faut voir qu'en France, la densité de population sur le littoral est 2 fois plus élevée que la densité moyenne du pays. Mais c'est récent. Ce n'était pas vrai dans les années 50 et ce n'était pas vrai au cours des temps historiques. La problématique de Colbert sur le DPM, en fait, c'est parce qu'il avait affaire à un désert. Il y avait des ports et puis le reste, il n'y avait rien. Et ce n'est pas du tout le cas aujourd'hui, évidemment. Ensuite, ça se répartit sur toute une foultitude de petits secteurs. Les produits de la mer, c'est à la fois la pêche pour un tiers, l'aquaculture pour un tiers et la transformation des produits de la mer pour un tiers. Je vous montrerai comment ça évolue au cours du temps. La construction navale, on dit toujours que c'est nul, la construction navale européenne, etc. Pas du tout. En fait, c'est un secteur qui se porte plutôt bien, à condition qu'il soit positionné sur des secteurs à haute technologie, haute valeur ajoutée. Les navires de croisière des chantiers de l'Atlantique, ce sont des navires que les Coréens ne savent pas construire. Par contre, les Coréens, ils fabriquent des dizaines de pétroliers et de transport de containers. Et donc, c'est un partage assez différent suivant les pays. Le transport maritime, qui pourrait être plus performant, évidemment. La France n'est pas un grand pays de transport maritime, mais c'est aussi important que la pêche. On n'en parle pas beaucoup. On parle beaucoup de la pêche, parce que le poids social et le poids économique, c'est complètement disjoint, évidemment, dans une activité économique. En revanche, il ne faut pas négliger ça. On oublie les chiffres et les ordres de grandeur. Sur Terre, à peu près 95% du transport en masse se fait par voie de mer. Et même en intra-européen, où on parle beaucoup des problèmes de poids lourds sur les autoroutes, des sécurités dans les tunnels, 42% du transport intra-européen se fait par voie de mer. Et donc, si on fait croître ça, il y a des problématiques d'évolution du transport à l'échelle de l'Europe, si on a les infrastructures et l'organisation appropriée, qui pourraient être résolues de façon beaucoup moins pénalisante du point de vue environnement, sécurité, etc., qu'en faisant des autoroutes ou des trains ou des choses comme ça. Sauf qu'il y a des problèmes de réglementation, il y a des problèmes de droit social, il y a des problèmes de flexibilité, d'organisation des entreprises, etc. L'offshore, un petit peu plus petit, ce n'est pas à cause des industries pétrolières, on a bien sûr un grand groupe pétrolier avec Total Fina Elf, mais la France par contre est un pays très en pointe pour le parapétrolier. Et il faut avoir en tête que l'industrie pétrolière est en train de changer. Aujourd'hui, quand les pétroliers se projettent pour les 10 prochaines années, ils nous disent que s'ils vivent sur les ressources connues, ils arriveront à produire, et les types d'exploitation connus, ils arriveront à produire dans 10 ans seulement 30% de ce qui est nécessaire. Parce que ça diminue à force d'exploiter. Donc il faut qu'ils améliorent leur production. Et ils ont 3 pistes. Augmenter l'efficacité de retour sur les puits connus, avec des tas de mécanismes comme augmenter la densification des puits, les puits horizontaux. Je ne sais pas si vous savez, mais les pétroliers, quand ils arrivent dans la nappe, ils sont capables de tourner puis de suivre la nappe.
et puis de faire des puits dendritiques, et puis d'ouvrir un trou pour que le pétrole rentre, et puis s'il y a trop d'eau, de boucher le trou, puis d'aller un peu plus loin dans le puits. Ça va faire des choses extraordinaires. C'est comme ça que l'Iran pompe le pétrole de l'Irak, etc. Et puis, derrière ça, le deuxième champ, c'est l'exploitation des huiles lourdes, les naftes, qui sont peu exploitées, parce que c'est très compliqué. Et puis, d'autre part, parce que ça fait des résidus assez importants, et la gestion des résidus pétroliers, c'est assez problématique, surtout quand ils coulent. Et enfin, le troisième secteur, c'est le pétrole profond. On sait aujourd'hui, ce qu'on ne savait pas il y a 15 ans, qu'il y a du pétrole jusqu'à 3000 mètres de profondeur, en quantité importante. Et les pétroliers sont en train de faire des investissements massifs pour installer des puits de pétrole profond à plus de 2000 mètres, sauf que c'est extraordinairement coûteux. Le dernier puits d'installation de Total Fina Elf, c'est un investissement de 4 milliards d'euros. Alors il faut que ça soit rentable pendant longtemps. Et ils ont des vrais problèmes de risque. Non seulement les problèmes de risque technologique, mais les problèmes de risque politique. Tous les pays où il y a du pétrole, il y a des guerres. La poule et l'œuf. La deuxième chose, ils ont des risques d'acceptation. Et ils sont de plus en plus sensibles aux problèmes d'acceptation, de durabilité, d'impact sur leur environnement, etc. Et puis, ce métier change parce que de plus en plus, les pétroliers sont des sociétés qui sont des sociétés financières qui externalisent tout ce qui est problématique. Alors pendant longtemps, l'exploration était faite par le parapétrolier et le développement technologique, mais maintenant, l'exploration, la construction des plateformes, c'est Bouygues qui construit les plateformes, c'est pas TFE. L'opération de la plateforme, et en particulier l'opération temps réel pour savoir quel est le pourcentage d'eau qui sort, la surveillance de la sécurité, tout ça c'est externalisé. Et la société pétrolière, elle récupère le pétrole, elle le vend et elle empêche le bénéfice avec un risque qui diminue de plus en plus. Donc on est face à un métier qui change profondément. Ça ne peut pas durer parce que les entreprises parapétrolières sont des petites sociétés, beaucoup plus petites, sauf Schlumberger, que les sociétés pétrolières et elles ne peuvent pas assumer les risques induits. Donc je ne sais pas comment ça va changer, mais pour nous c'est un sujet très important du point de vue d'activité et qu'il nous faut comprendre mieux. Le secteur public, il est partagé à peu près entre la défense et la recherche, c'est à peu près ça. Et les autres industries, il y a une foultitude de choses. Alors, on a toujours la perception qu'une activité économique, c'est stable, que ça ne change pas beaucoup au cours du temps. En réalité, ça peut changer très vite et massivement. Voilà, pour les activités, quelques activités économiques en domaine maritime, l'évolution sur les 5 dernières années. Ça, on a une équipe d'économistes appliqués à l'IFREMER, c'est ce genre de choses qu'on fait pour décrire l'activité. Ça nous sert à nous et ça sert aussi à tout le monde, et en particulier au gouvernement. Donc c'est en bassant en 1994, la pêche, non, le tourisme. On dit le tourisme c'est important, mais le tourisme ça évolue pas beaucoup, ça croît doucement. Sauf que ça croît sur des échéances tellement longues, 50, 100 ans, continuellement, au même rythme, que ça commence à faire beaucoup. Et les problèmes, par exemple, sur le golfe du Morbihan, ils nous disent notre problème clé, c'est que notre population a doublé en 20 ans. Et ça fait des trous dans le paysage, ça fait des problèmes de déchets, ça fait des problèmes de population, parce que ce n'est plus les mêmes populations que les habitants du coin, etc. Donc il y a plein de problèmes sociaux qui s'accomplissent. La pêche, c'est celui-là, ici. La pêche, avec tout le problème de la pêche, etc. Effectivement, si j'avais le même chiffre, il y a, sur la même période, 10% de pêcheurs en moins. Simplement, la valeur ajoutée de la pêche a augmenté de 10% pendant ce temps. Ça veut dire que la rentabilité de la pêche a augmenté. Donc c'est un secteur qui est bizarre, qui a un problème social, qui a un problème de compatibilité avec la ressource disponible, mais c'est aussi un secteur qui ne se porte pas si mal du point de vue économique, avec beaucoup de subventions en plus. Et par contre, il y a d'autres secteurs. Regardez la vitesse à laquelle ça a cru. En 5 ans, ça a augmenté de 80%. Alors, il y a la transformation des produits de la mer. Comme tout ce qui est cuisine en France, c'est un secteur qui marche bien. La transformation des produits de la mer a augmenté très rapidement. La France est la championne du monde du fumage du saumon. Ce n'est pas nous qui produisons les saumons, c'est le Chili, c'est l'Écosse, c'est la Norvège. Mais par contre, le fumage du saumon, ils viennent chez nous, on les fume et puis ils repartent. Et nous, l'IFREMER, on a des départements technologie, y compris sur les problématiques du fumage du saumon. Je ne vous dirai pas comment on fait parce que c'est bientôt l'heure du repas. La construction nautique. Dans la construction navale, il y a la construction nautique. Les 2 principaux constructeurs mondiaux de nautisme sont français. Et ça se porte pas si mal. Le pétrolier et le parapétrolier, vous voyez, avec
l'augmentation extraordinaire du pétrole dans la fin des années 90. Maintenant, ça a redescendu un petit peu. Et donc, vous voyez qu'il y a des secteurs qui évoluent très fortement. Ça pose un problème pour un organisme comme l'Ifremer parce que on pourrait se dire, vous devriez être réactif et vous mettre sur les secteurs qui évoluent parce que vous devriez avoir une problématique d'entreprise. En fait, on est un établissement public en même temps, soumis à des tutelles. On a 4 tutelles, hein, juste pour que ce soit amusant, pour le PDG surtout. On a la recherche, on a le transport, on a la pêche et on a l'environnement. Vous devinez que les uns et les autres ne nous demandent pas la même chose. Et donc, en particulier, ce qu'on nous demande quand il y a un secteur en crise, c'est d'aider le secteur en crise, c'est-à-dire de porter une partie de notre effort de façon à ce qu'on donne des mécanismes de sortie de crise pour un secteur en difficulté. Donc pour nous, on est souvent à contre-réaction par rapport à l'activité économique. C'est assez difficile à gérer parce qu'en même temps, si on veut gagner des contrats, on est un établissement public à caractère industriel et commercial, il faut qu'on se porte sur les secteurs actifs. Ça fait des projections et des prospectives assez délicates. Alors, d'autre part, comme tous les organismes de recherche, mais plus que les autres, on est dans un environnement politique et social changeant, avec la problématique de l'environnement et des souhaits de sécurité sanitaire et alimentaire, qui est sensible pour nous à cause des coquillages surtout. Depuis 1990, le gouvernement français surveille les TIAC, les intoxications alimentaires collectives. Il y en a à peu près 500 par an, ça croît un petit peu au cours du temps avec tous les problèmes de salmonelle et des choses comme ça, qui sont liés aux pratiques industrielles. C'est pas parce que c'est pas à cause du fait qu'il y a des bactéries qui s'introduisent dans les pratiques, c'est parce qu'on a des pratiques industrielles qui sont trop propres. Et les bactéries, c'est un écosystème. S'il y a déjà des bestioles gentilles pour nous dans le paysage, eh bien, les bactéries pathogènes ne vont pas s'installer. Simplement, si on a des trucs qui sont trop propres, les bactéries pathogènes font des floraisons et s'installent. Et donc, on a des problèmes d'augmentation de taux d'intoxication alimentaire. Sur ces 500 par an, il y en a à peu près 15 par an qui sont dus à des intoxications alimentaires dues à des coquillages. Donc, il ne faut pas avoir l'image du passé, vous mangez des huîtres, vous tombez malade, c'est rare quand même, 15 par an. Sauf que par rapport à la proportion d'aliments que l'on a, c'est-à-dire qu'on ne mange pas 15%, 15 500e de coquillages dans notre vie, on saurait. Ça veut dire que c'est quand même une source active d'intoxication alimentaire et pour lequel il faut qu'on soit extrêmement attentif. Et ces intoxications alimentaires venaient autrefois des bactéries, des coliques, et maintenant de plus en plus ça vient d'une part de toxines qui viennent d'algues toxiques. Tous les 5 ans à peu près apparaissent sur les côtes de France des algues toxiques qui sont généralement importées avec les eaux des cales de navires et qui s'installent et qui au bout de quelques années augmentent leur concentration à des points où ils émettent des toxines au-dessus des seuils dangereux pour l'homme. Ça peut être des toxines diarrhéiques, dinophysie, ces choses-là. Ça peut être des toxines amnésiantes, pseudonychia, celles-là elles viennent du Japon. Ça peut être des toxines paralysantes. Et en France, on a le plaisir d'avoir les trois en même temps. Qu'il faut au même endroit en plus. Donc ça fait partie de notre boulot. Il faut qu'on surveille. On ne peut pas se permettre de ne pas avoir une surveillance où les gens ne mangent pas des coquillages avec le maximum de sécurité. Et le deuxième problème qui apparaît de plus en plus, c'est le problème des virus. On a de plus en plus de virus qui apparaissent dans les coquillages. Et ce n'est pas seulement parce qu'on sait mieux les détecter qu'avant à des petites quantités. Je ne sais pas quoi, l'année dernière, on a vu une crise d'hépatite A dans les coquillages. Ils n'ont pas été vendus parce qu'on l'a détecté à temps. Et il ne venait pas localement. Le virus, il meurt naturellement dans l'environnement, il s'accumule dans le coquillage et il se développe dans l'homme. Donc on a regardé tout de suite, est-ce qu'il y a une épidémie d'hépatite A à proximité? Réponse non. Mais alors d'où vient ce virus? On fait l'analyse génétique et on s'aperçoit qu'il vient d'Asie du Sud-Est, transporté par les eaux des cales d'un navire. Il a survécu pendant le transport maritime et il a été relargué au large de la côte, s'est accumulé dans le coquillage et à ce moment-là on le mange et ce n'est pas très bon pour nous. Donc il faut qu'on surveille ce genre de choses et ça devient une source de problème. Deuxième type de problématique, c'est les conventions internationales sur l'environnement. Ça, c'est très particulier. Dans le monde, on a souvent des négociations internationales. Je ne sais pas quoi, le traité de Vienne sur les armements. Pour le traité de Vienne, il a fallu plus de 20 ans pour aboutir au traité sur le désarmement. Et la raison principale, c'est que les pays ne se faisaient pas confiance sur les mécanismes de surveillance. Donc, ils ont surtout négocié sur les règles de surveillance et les outils de surveillance. Et ça fait partie du traité.
Par contre, les pays mettent très peu de temps à négocier des conventions internationales sur l'environnement. L'Europe en a signé 40 qui touchent le monde marin. Sauf que c'est des grands principes, puis derrière, maintenant vous mettez en œuvre. Ah oui? Dernière règle, il faut ramener la qualité de l'écosystème côtier à un bon niveau de qualité. Si vous savez définir la qualité d'un écosystème, bon, alors on se retourne vers les labos, et puis on dit, bon, maintenant, dites-nous qu'est-ce qu'il faut faire. Et c'est très, très important dans notre problématique. On est soumis à une pression continue gouvernementale, beaucoup européenne, de réagir à des accords qu'ils ont signés, réagir a posteriori, et bien souvent sur des problèmes absurdes. En ce moment, se négocie à l'échelle européenne une circulaire sur la qualité des eaux de baignade. Et dans cette circulaire, que la présidence grecque va absolument signer, etc., il y a des règles comme quoi il faut surveiller la concentration des algues toxiques, celle dont je parlais tout à l'heure. Je veux bien, sauf qu'il faudrait vraiment boire beaucoup d'eau de mer pour tomber malade. Il y a des absurdités comme ça sans arrêt. Alors après, il faut ramer pour faire revenir les gouvernements en arrière. Deuxième chose, c'est qu'on vit dans un monde complexe. Les sciences de la mer, c'est des sciences de complexité. On est sur un champ économique large, et donc on a énormément de partenaires. Et on est trop petit pour traiter les problèmes. Il n'y a pas de mois où on ne nous demande pas de traiter un nouveau problème. Et aujourd'hui, je dis, désolé, je ne peux plus. Et pourtant, on a ouvert l'IFREMER à tout va. On a des accords avec 26 universités. On a des accords réels avec des échanges de personnel, tout ça. On a des accords avec 14 organismes. On a des accords avec 20 pays. Chacun d'entre eux sont des réalités concrètes avec des projets ensemble. Donc je ne peux pas aller chercher beaucoup au-delà des partenaires pour nous aider à faire nos problèmes. Et malgré tout, ça continue à tomber. Donc voilà. Et puis la deuxième chose, on vit dans un monde où, entre la décentralisation, à Paris vous ne le vivez pas, mais comme on est surtout installé le long des côtes, la décentralisation c'est une réalité, c'est pas simplement les négociations actuelles sur la deuxième étape de la décentralisation, c'est une vraie réalité des collectivités locales qui nous demandent des choses, qui s'attendent à ce qu'on fasse de la richesse chez eux, y compris les emplois de l'établissement, et qui demandent à ce qu'on résolve leurs problèmes, et qui sont prêts à contribuer au financement. Mais derrière, on ne peut pas faire à la fois résoudre les problèmes avec les bonnes compétences qu'on va aller chercher partout dans le monde et mettre ces compétences là où ils veulent. Je ne peux pas faire des labos dans tous les départements de France, je n'en ai pas les moyens, et ça serait complètement absurde du point de vue gestion. Donc on a ce problème-là, et en même temps, à l'autre bout de la chaîne, on a l'Europe. Et l'espace européen de la recherche, c'est une problématique qui nous concerne. Et les problèmes de la mer ne sont pas un problème français. L'océan, il a l'habitude d'ignorer nos frontières, et les zones économiques, tout ça, il ne connaît pas. Donc on a besoin de traiter les problèmes à l'échelle européenne, et on est dans cette complexité institutionnelle qu'il faut qu'on vive. Donc voilà, alors du coup, brièvement, ce qu'on fait à l'IFREMER, on fait ça. On fait de la recherche et du développement technologique. Nos interlocuteurs, c'est les institutions de recherche internationales. On fait de la surveillance. En fait, on assure des services publics. La surveillance de la qualité des eaux, la surveillance des stocks de pêche, la surveillance de l'océan pour le climat, la cartographie des zones économiques, c'est nous qui le faisons, pour le gouvernement en particulier, de l'environnement et des ressources de la mer, et donc ça vient d'une demande institutionnelle. On fait de l'expertise. L'expertise, c'est en gros répondre à une question qu'on nous pose. On publie plus de 1000 rapports d'expertise par an, ça veut dire plusieurs par jour. Et le flux de questions qu'on nous pose, généralement par écrit, avec une instruction, souvent une instruction pluridisciplinaire, parce que le problème est compliqué. Et donc on est en face d'une demande institutionnelle et professionnelle forte. On est une agence de moyens, on nous a confié la gestion de la flotte. Et gérer une flotte, ce n'est pas simplement avoir une panoplie de bateaux, c'est avoir des bateaux, des équipements, des équipages, des équipes d'ingénieurs, des systèmes de programmation, des partenariats d'échange, etc. Donc c'est une problématique d'agence de moyens qui est face au monde de la recherche, on le fait pour eux, et face à des partenaires européens principalement. On échange beaucoup de temps bateau avec des partenaires de toute l'Europe. Et puis, on est un établissement public à caractère industriel et commercial, donc on doit valoriser nos acquis, le transférer vers le monde économique. Et comme on a affaire à un monde économique complexe, le problème se pose en termes très très différents pour un professionnel, un petit conchiliculteur qui travaille tout seul, comme un petit agriculteur, ou TF Total Finaelf à l'autre bout, avec les PME de biotechnologie entre les deux. On a affaire à tout ce monde-là. Et l'année dernière, pour vous donner un exemple, on a signé des contrats
des contrats au sens de l'Ifremer, des contrats où on a de l'argent qui vient chez nous, avec 128 entreprises différentes, dont à peu près un tiers d'étrangères. Donc, on crée des entreprises, on dépose des brevets, tout ça, chaque année. Alors, ce panorama-là, j'étais amené à le mettre en forme parce que, quand j'avais affaire à mes tutelles en particulier, chacun voit l'Ifremer à travers son petit bout. Et je raconte toujours ce qui m'est arrivé quand j'ai été nommé à l'Ifremer. Il y a un ministre qui m'a dit « J'espère que vous allez vous occuper de ce laboratoire. » Je lui ai dit « Mais attendez, c'est 40 personnes, on est à peu près 2000 à l'Ifremer. » Ah, mais il ne savait pas. Donc voilà, il croyait que c'était ça, l'Ifremer. Donc chacun voit un petit bout de l'Ifremer, donc j'étais obligé de leur montrer à quoi ça ressemblait. Et d'autre part, montrer que par rapport aux autres organismes, on est sur cette palette d'activités et de métiers différents. On ne fait pas de l'expertise comme on fait de la recherche. Et on est le seul organisme à avoir tous ces métiers. Si vous pensez à Météo France fait de l'expertise, de la surveillance, de la recherche, mais n'est pas une agence de moyens. Si vous pensez au CNES, il fait de la technologie, mais il ne fait pas de surveillance. C'est une agence de moyens. Il fait de la valorisation au sens où il transfère son argent vers l'entreprise, le secteur de l'industrie spatiale, mais pas dans l'autre sens. Tandis que nous, on fait dans les deux sens, etc. Donc, quand je compare à tous les organismes que je connais, et je les connais pas mal maintenant, en fait, on est sur la panoplie la plus large d'activités. Alors maintenant, il faut que je change de fichier pour vous montrer un exemple de problématique. Comment je fais ? Je ne suis pas doué avec les souris comme ça, hein, moi. Merci. Moi, j'ai l'habitude d'une souris avec un bouton, je suis à l'ancienne. Voilà. Alors, je vais vous montrer un exemple de problématique que l'on traite et à quoi ça a à faire quand on traite un problème socio-économique. Le Baie d'Arcachon. La baie d'Arcachon, en fait, c'est un endroit qui est d'une part un endroit touristique, avec du nautisme, etc. Je vais vous montrer ce que ça donne. C'est un endroit dans lequel il y a de la conchiliculture, et c'est important. La conchiliculture vit essentiellement de produits naturels, c'est-à-dire qu'ils font du captage de naissins sauvages, de petites huîtres qui font à peu près 1 millimètre, et puis ils les font grossir dans les parcs. Et à peu près 70% de la conchiliculture française est fait avec des naissins captés à Arcachon, qui sont ensuite envoyés ailleurs en France, dans les temps de Tours, en Normandie, en Bretagne ou à Marennes. Et donc c'est très important pour l'ensemble de la conchiliculture française, qui a quand même un chiffre d'affaires d'à peu près 1,8 milliard de francs par an. Donc c'est pas une très grosse industrie, mais c'est pas négligeable quand même, et socialement sur la côte française, et dans l'image de la France dans le monde, l'huître, c'est important. Donc, quand vous demandez à n'importe qui dans le monde qu'est-ce que mangent les Français, ils n'oublient pas de mentionner les huîtres, parce que ça leur paraît souvent étonnant. Et donc le bassin d'Arcachon, c'est une valeur économique. Puis d'autre part, il y a des parcs, c'est une valeur environnementale. D'ailleurs, il n'y a pas de tourisme si ce n'est pas associé à une valeur environnementale, si vous ne faites pas du tourisme derrière les décharges. Donc, il y a tout ça. Et donc, il faut qu'on maîtrise les problématiques du bassin d'Arcachon. Et en particulier parce qu'il y a un problème. Il y a un problème important. Il y a de plus en plus fréquemment, ça arrive en 98, ça arrive l'année dernière, des mortalités des naissins. 100% de mortalité. L'année dernière, le bassin d'Arcachon n'a pas produit de naissins. Il faut comprendre pourquoi. Donc voilà la question socio-économique. Une filière a un problème, qu'est-ce qu'il faut faire? D'abord, il faut comprendre le site. Le site, c'est un site qui évolue pour des raisons naturelles. Le bassin d'Arcachon tel qu'il est aujourd'hui, il n'était pas comme ça du temps des Romains, on le connaît. Et d'autre part, il évolue depuis la dernière période glaciaire, en particulier parce qu'on vit dans les Landes une érosion des côtes importante. Là, c'est juste l'ordre de grandeur. Dans le nord des Landes, le retrait de la côte est de l'ordre d'1 mètre par an, par érosion du sable. Parce que pendant la période glaciaire, il y a eu des apports par la Garonne, depuis les moraines, etc. Et cet apport a considérablement réduit. Et donc maintenant, on est en phase d'érosion de la côte. Ça part vers le sud, et puis après, ça file vers le fond des océans quand ça arrive au large de Biarritz. Et vous voyez que l'érosion est surtout rapide au nord et au sud. Il faut comprendre comment ça se passe, parce que devant la baie d'Arcachon, il y a des gens qui construisent des maisons, tout ça, et puis qui essayent de se battre contre une érosion. Je ne pense pas qu'on puisse gagner contre une problématique de ce genre-là. Et en réalité, il a fallu l'étudier, et on s'aperçoit qu'il y a un drôle de cycle
qui est en fait que l'érosion se fait par fabrication de dunes depuis la Gironde, qui migrent vers le sud et qui défilent le long de la côte. Et défilent notamment devant l'entrée d'Arcachon, qui est là. Ça, c'est le profil de côte, il devrait y avoir des couleurs, je suis désolé. Ça, c'est le profil de l'entrée de la baie. Et on s'aperçoit qu'avec un cycle de 80 ans, les hauts fonds, ou donc les zones les plus profondes de l'océan, varient. Vous voyez qu'elles sont près de la côte ici, en 72. Dans les années 90, il y a un deuxième passage qui s'est fait. Et puis dans la période qu'on a actuellement, qui était la même qu'en 1930, vous avez 2 entrées dans le bassin avec un banc de sable entre les deux. Donc on vit sur des dynamiques sédimentaires longues, à l'échelle quasi séculaire, face à un système qui est exploité. Alors, il faut se poser la question, mais l'exploitation sur l'échelle d'un siècle, c'est aussi exploité, ça varie aussi. L'activité économique à l'échelle du siècle, c'est qualitativement différent. Alors, ça ne varie pas forcément dans le sens qu'on croit. Ce qui est en bleu dans le bassin d'Arcachon, ici, c'est la couverture des zones conchilicoles en 1894. Ça, c'est la même chose en l'an 2000. Réduction très importante des surfaces. Donc on se dit, tiens, c'est bizarre, il y a eu réduction de l'activité conchilicole. En réalité, c'est plus compliqué que ça. Au cours du siècle, il y a la surface, c'est la courbe du bas, comme ça, occupée. Et vous voyez que la surface occupée par la conchiliculture a considérablement décru. Par contre, c'est le nombre d'huîtres produites. Et il y a un cycle comme ça, et il y a une augmentation de la production. En fait, la pratique agricole, la pratique conchilicole a profondément évolué au cours du siècle. Elle est devenue plus rationnelle et plus rentable aussi. Et donc, il y a, pour beaucoup moins de surface, une meilleure production. Par contre, on voit qu'il y a des cycles comme ceci. Et ça, c'est lié à des problèmes d'élevage. Ça, c'est la présence de différentes espèces. Au début du siècle, il y a une mortalité massive d'une monoespèce sur toutes les côtes de France. Et à ce moment-là, on a introduit une 3e espèce, Gigas, qui vient du Japon, qui est en fait l'espèce d'huître qu'on cultive dans le monde entier maintenant. Dans le monde entier, on cultive presque une seule espèce. Et c'est une de nos problématiques qui est de préserver les souches et d'être capable de savoir ce qui s'est passé, de savoir si on peut réintroduire les espèces pour faire de la polyculture. Sinon, ce n'est pas stable économiquement. Toute monoculture se traduit par des risques catastrophiques de temps en temps. Donc on fait ça. Et on essaye de développer par croisement génétique des espèces d'huîtres qui sont susceptibles de résister aux différentes maladies qui sont apparues. On sait lesquelles, hein, on a les pathogènes. Et le labo de référence européen sur les pathogènes des huîtres est celui-là. Alors, on a une problématique sédimentaire, naturelle, long terme, une problématique économique, long terme. Mais est-ce que c'est la seule problématique long terme vis-à-vis de l'ostréiculture? Bien sûr que non. D'abord, il faut réaliser que la problématique long terme se décline aussi en problème court terme. Cette carte-là est une carte de simulation numérique, on a ce genre de modèle, qui représente les courants hydrodynamiques dans le bassin d'Arcachon. Ce sont des vitesses de courant. Quand c'est rouge, ce sont des courants qui font 1 mètre par seconde. Et vous avez, là où il n'y a pas de banc de sable, des courants extrêmement rapides dans le bassin d'Arcachon. C'est important. C'est pour ça que l'activité nautique dans le bassin d'Arcachon est ici et que les bateaux n'ont pas le droit de sortir. Les petits bateaux n'ont pas le droit de sortir. C'est strictement interdit, tout simplement parce qu'ils ne pourraient pas rentrer. Une fois qu'ils sont au large après. Donc, il y a une problématique assez délicate pour le nautisme. Mais d'autre part, on peut se dire, mais s'il y a une purge par les courants de marée, parce que ce sont les marées qui font cette entrée-là, qui est liée au banc de sable, ça doit affecter tout le renouvellement de l'eau et tout l'écosystème à l'intérieur. Et en particulier, on s'est posé la question de savoir ce que ça fait sur l'alimentation des huîtres, qui mangent des algues, ce sont des herbivores. Et on voit ici la cartographie, effectivement, la végétation n'est pas du tout la même ici, parce que c'est laminé par les courants qui sont extrêmement forts, tandis qu'ici, dans les zones plus calmes, il y a une végétation qui s'installe et qui permettent à l'huître de se nourrir. Et d'autre part, on s'est aperçu que si les huîtres pondent au moment de la marée haute, une grosse partie des œufs vont partir avec le courant de marée sortant. Par contre, si elles pondent à la marée basse, ça va rentrer dans le bassin et ça va en préserver une partie. Et c'est un facteur 2 à peu près entre la quantité d'œufs qui est préservée et celle qui va éventuellement pouvoir se développer. Ceci dit, les huîtres, ça pond des milliers d'œufs comme tout le monde marin. Et puis après, ça s'installe dans l'écosystème et il y a une sélection féroce
99% des œufs ne donnent rien du tout. Alors, si on se pose la question de l'évolution économique, il faut aussi regarder le pourtour. Là, c'est volontairement très schématique. C'est l'occupation en 1960 et en 1990 du pourtour du bassin d'Arcachon. Et vous voyez la densification de l'élevage, de l'habitat tout autour. Maintenant, tout autour, c'est construit. Et c'est une évolution continue qui se fait sans réelle maîtrise, évidemment. On n'est pas du tout dans le même système. Alors, ça se traduit par des choses. L'homme, l'agriculture, ça a tendance à produire des nitrates. Regardons donc l'impact écosystémique et environnemental dans le bassin. Ça, c'est la concentration, c'est des flux d'azote, et ça, c'est la concentration en rouge d'azote dans le bassin d'Arcachon au cours du temps. Et vous voyez que la densité de population, ça se voit sur la concentration de nitrate. Et là, c'est important parce que le nitrate, c'est ce qui permet aux algues de se développer et donc à l'alimentation de l'huître de se faire. Mais ça ne va pas forcément dans le bon sens. Ça ne va pas forcément dans le bon sens parce qu'une huître, quand elle mange trop avant de pondre, ses gonades grossissent, et puis après, elle ne peut plus pondre. Elle se bloque. Et elle meurt, en fait. Et donc, ce problème de nitrate se traduit par des effets qui ne sont pas favorables, en fait, des effets qui sont nocifs, c'est une des découvertes de ces dernières années, sur la conchyliculture. Et on voit, quand on regarde la répartition des concentrations de nitrate dans les différents sites, que c'est bien à cause des apports, vous voyez, les ronds verts sur les zones où il y a énormément de nitrate sur les pourtours, énormément de nitrate, ça vient bien des apports depuis la côte, ça n'a pas beaucoup changé quand ça arrive près de l'entrée du truc. Et ça se voit sur la prolifération algale. Voilà, ça c'est les concentrations d'algues. Vous avez jusqu'à 1000 grammes par mètre carré d'algues, c'est ouvert, d'ailleurs il suffit d'y aller dans le fond du bassin d'Arcachon, c'est pas toujours ragoûtant. Alors du coup, une problématique comme ça, la première recommandation qu'on peut faire aux acteurs, c'est qu'il faut mettre en place des systèmes de purification. Et donc c'est fabriqué un syndicat intercommunal le long du bassin d'Arcachon, et ils ont investi massivement, ils ont fait un collecteur qui fait le tour du bassin, comme ceci, qui fait le tour du bassin et qui va larguer en mer au large. Ce collecteur ensuite ramasse les eaux de toutes les rivières et les purifie. Et c'était particulièrement important parce qu'il y a de l'agriculture, du maïs en particulier, et le maïs ça consomme pas mal d'engrais, et d'autre part parce qu'il y a beaucoup de tanneries et d'installations d'exploitation du pain. Et donc ça produit des polluants, il fallait absolument purifier l'eau des rivières, et maintenant c'est purifié tout le long. Donc ils ont fait ça, et ça a considérablement amélioré la chose. Mais dans le même temps, il y a un développement d'une activité qui se développe énormément en ce moment, c'est récent ce développement, c'est le nautisme. Là, c'est simplement le nombre d'anneaux qu'il y a dans le bassin d'Arcachon. Il est saturé. Il est saturé en termes d'anneaux, au point maintenant que ce que font les communes, c'est des rampes pour mettre les bateaux à terre et les parquer dans des rails et des choses comme ça. Donc, il y a une augmentation de l'activité nautique, c'est le cercle vicieux. On a une bonne activité économique en construction de bateaux, mais une bonne partie vient chez nous. Et c'est bien pour les touristes et c'est bien pour les communes, mais ça pose des problèmes. Alors, en quoi ça se décline le problème du nautisme ? Eh bien, ça se décline en polluants. L'activité nautique, d'abord, ça fait des polluants organiques. La plupart des bateaux de nautisme, ça devient une règle maintenant, mais ce n'est pas encore généralisé, ne sont pas équipés pour les effluents de l'activité de l'homme sur son bateau. Donc c'est une source de pollution importante. Puis d'autre part, les bateaux sont généralement peints avec des peintures anti-fouling, c'est-à-dire des peintures qui empêchent le développement des films bactériens sur la coque, et du coup la présence d'algues qui modifient son glissement et tout ça. Et c'est l'Ifremer qui a découvert ça, d'ailleurs, il y a pas mal d'années. Les peintures anti-fouling qui étaient développées, c'est du tributylétain dans les années 60. Et le tributylétain, ça va après dans l'environnement. On a beau dire c'est de la peinture résistante, etc. Il y en a toujours une partie, quoi qu'on fasse, qui va partir dans l'eau, s'accumuler dans les sédiments. Et ça avait des effets hormonaux sur les huîtres. Ça empêchait leur transformation au cours de leur croissance. Il y avait des huîtres anormales, etc. Ça a été découvert d'ailleurs dans d'autres espèces en mer Baltique d'abord, parce que la mer Baltique, c'est pas terrible comme pollution. Et donc, il y a eu un remplacement. Le tributylétain a été réglementé, il est interdit. Et donc, les fabricants de peinture ont fabriqué d'autres peintures anti-fouling.
Il n'y a pas de règle, hein, a priori. On prend le produit qui marche bien. On ne va pas établir une règle a priori, il est interdit de le faire avec quelque chose. Alors, ils n'ont rien trouvé de mieux que de prendre des herbicides. Logique comme démarche. Il y a des algues qui se développent, on va les tuer. Sauf qu'ils ont pris des herbicides qui sont interdits depuis pas mal d'années dans l'agriculture. Parce qu'ils sont très résistants dans l'environnement et qu'ils sont transportés par les fleuves, viennent dans les eaux côtières et tout ça. Et l'atrazine, tous ces problèmes-là. Et on trouve maintenant de la pollution par les herbicides dans les tantaux à cause des peintures antifouling modernes. Donc voilà, c'est la course. Il faut maintenant se battre contre la nouvelle génération de peintures antifouling. Pour ça, il faut comprendre ce que ça devient. Donc vous voyez qu'on est face à un système évolutif dont il faut bien avoir en tête tous les jeux d'acteurs et toutes les démarches et l'impact des différents acteurs les uns sur les autres en termes d'environnement, de problématiques, etc. Et si on veut traiter le problème de la mortalité, il faut bien se poser la question de l'ensemble des questions. Alors quand on a commencé, on s'est dit qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est un problème de dispersion des larves par les courants? Est-ce que c'est un problème de défaut d'alimentation? Les larves d'huîtres, en fait, ce sont des œufs qui deviennent des larves, et puis après, elles se fixent au bout d'un petit moment pour fabriquer le naissain, des mini-huîtres. Et tant qu'elles ne sont pas fixées, elles sont inexploitables, et puis si elles ne se fixent pas assez vite, elles meurent. Donc il faut qu'elles se fixent, et pour ça, il faut qu'elles grossissent, donc il faut qu'elles mangent. Est-ce qu'il y a des prédateurs? Les prédateurs, en fait, c'est, vous savez, les espèces invasives, c'est pas seulement la colère, c'est même, je trouve, un problème mineur, la colère. Il y a plein d'espèces invasives. Et souvent, il y a des espèces invasives qui sont microscopiques. Je parlais des algues toxiques, mais il y en a bien d'autres. Et qui deviennent des prédateurs dans l'écosystème, des zooplanctons, des choses comme ça, ou des pathogènes qui empêchent le développement de l'huître. Il peut y avoir des pathogènes larvaires, et en particulier un pathogène qui est très présent, c'est un virus, un herpès, qui est très présent. Ce n'est pas un herpès dangereux pour l'homme, qui n'est pas transmissible, mais qui peut provoquer des mortalités des huîtres dans leur jeune stade, qu'on étudie beaucoup en laboratoire, parce qu'on voudrait comprendre son origine, on voudrait comprendre comment le combattre, et c'est assez embêtant. Surtout que c'est un pathogène dont on sait qu'il se transmet verticalement, c'est-à-dire qu'il ne se transmet pas à partir du milieu, il se transmet de la mère vers les œufs. En particulier, c'est assez bizarre, il s'installe sur la périphérie de l'œuf au moment de la ponte. Et puis après, quand l'huître devient une larve, ben, il affecte l'huître. Et puis, il peut y avoir des problèmes de pollution et de contamination. Donc, il s'agissait d'étudier tout ça. C'est quel facteur? La problématique a consisté à regarder cet ensemble de facteurs un par un et essayer de voir ce qui peut se passer. Alors, est-ce que c'est une dispersion des larves? C'est ce que je disais tout à l'heure. Suivant la ponte, au moment de la vivo, quand l'eau rentre, ou au moment du début de la morteau, quand l'eau sort, qu'est-ce que ça fait? Et en réalité, on a fait ça par des simulations numériques d'un modèle de bassin. Vous voyez comment une tache de ponte va circuler au sein du bassin avec les courants de marée qui rentrent et qui sortent. Et en fait, ce que l'on voit, c'est que si on fait une ponte ici, 20 jours après, ça va se répartir dans le bassin et ça va se mettre ici. Donc il faut vraiment que ça soit une ponte près de la sortie du bassin pour qu'on puisse se dire que ça va partir en pleine mer et que ça va être perdu pour la conchiliculture. Donc ce n'est pas un problème majeur, même si c'est important à l'entrée. Deuxième chose qu'on peut avoir, c'est des conditions environnementales. Conditions environnementales, c'est très important parce que les huîtres au-dessus de 19 degrés deviennent fragiles. Elles grossissent vite, mais elles deviennent fragiles. Et elles ont du mal à pondre. D'ailleurs, les huîtres de l'étang de Thau pondent assez peu. Par contre, les huîtres en Normandie, il ne fait pas assez chaud, elles ne pondent pas beaucoup non plus. C'est entre les deux qu'elles pondent bien. La France est bien parce qu'on a tout ce qu'il faut comme gamme de température. Et on est en fait dans des fluctuations climatologiques significatives. Au moment de la ponte, ça se fait en juillet, la ponte des huîtres, vous voyez, l'évolution de température pour différentes époques. Alors ça, c'est les barres jaunes, c'est une évolution climatologique, le cycle saisonnier, qui est une moyenne sur une dizaine d'années. Et puis voilà des évolutions particulières sur certaines années. En 98, juste après la ponte, qui a été assez tôt dans l'année, boum, un coup de froid. Et une baisse de température, vous voyez, qui est passée de 22 degrés à 19 degrés. Et là, les œufs ne se sont pas développés. Donc il y a des facteurs environnementaux qui peuvent jouer.
Mais par contre, ça n'explique pas tout parce que là où il y a eu deuxième problème de mortalité non négligeable, c'était en l'an 2000, les huîtres ont pondu juste à la fin de la période de réchauffement, donc on ne peut pas expliquer que par des problèmes environnementaux. Donc on voit bien qu'il y a des facteurs de sensibilité qui existent, il y a des conditions environnementales chaque année différentes, mais ça n'explique pas systématiquement la mortalité. Donc c'est typiquement le genre de choses qu'il faut qu'on étudie, qu'on prenne en compte, mais qu'il faut chercher d'autres facteurs. Alors le défaut d'alimentation larvaire, les larves c'est des petites bestioles, donc il leur faut des petites algues, donc pas une grosse bouche. Et il faut non pas les planctons qu'on voit, il faut ce qu'on appelle du picoplancton, c'est des algues qui sont micrométriques. Et donc on a cherché non seulement à regarder la densité d'algues, mais la densité d'algues micrométrique. Et on a fait des prélèvements en différents points du bassin et regardé certains types d'algues pour regarder ce qui se passait. Et on s'aperçoit que, suivant les espèces, il y a des fluctuations plus ou moins fortes. Et regardez par exemple pour ces petites algues, les pico-eucaryotes, vous pouvez avoir en 99 6000 algues par millilitre, 2001 16 000, un facteur de 2,5 à peu près, suivant les années. Donc il y a effectivement des fluctuations d'alimentation très significatives d'une année sur l'autre, seulement on ne sait pas si c'est limitant. On ne sait pas si c'est limitant ou non. Donc ce n'est pas le tout de savoir l'abondance des algues, il faut savoir si la concentration est suffisante pour l'alimentation au vu des concentrations de larves d'une année sur l'autre. Et ça, on est obligé de le faire en bassin expérimental pour savoir si ces différentes concentrations sont importantes. Et on s'aperçoit qu'effectivement, certaines années, l'année 2000, où il n'y avait pas de problème de température, en réalité, les larves plus âgées n'ont apparemment pas eu assez à manger. Alors après, il faut se poser la question, mais pourquoi ces algues n'étaient pas là? Je veux dire, on n'a fait que repousser le problème, mais on n'a pas expliqué réellement ce qui se passait. Mais là, on a un indicateur que les larves avaient peut-être crevé de faim. Alors derrière ça, il y a le problème de pathologie. Ce qu'on fait, en fait, c'est qu'on a étudié le virus qui nous semble le plus essentiel. Il y a une dizaine de pathologies des huîtres qu'on connaît, et on a étudié celui qui nous semble le plus important, donc on a échantillonné. Et pour l'analyser, en fait, on est obligé non seulement, ce qu'on faisait classiquement, de faire des analyses par microscopie électronique pour détecter sa présence, mais en fait, de plus en plus, on fait aussi de l'analyse par ADN pour avoir des sensibilités beaucoup plus grandes aujourd'hui sur les concentrations de virus. Et alors, ce que l'on sait, c'est que certaines années, le virus est présent, d'autres pas. En 98, où il y a eu pas mal de mortalité, il y avait de l'e-virus présent. Par contre, en 99-2001, pas de mortalité, pas d'herpès virus. Et puis en 2000, on n'a pas trouvé. Mais simplement, on n'est pas sûr d'avoir le bon échantillonnage, parce que ça devient grand quand même comme analyse. Donc aujourd'hui, là, on ne sait pas. Mais d'autre part, un virus, c'est pathogène, mais on ne sait pas si le virus est opportuniste et s'installe sur des huîtres fragilisées, ou s'il est la cause. C'est très difficile à savoir comme ça pour un pathogène. Et puis d'autre part, on sait, ça c'était pas connu pour cette étude-là, en 2001, on a découvert cette année qu'en fait, il y a des effets synergétiques entre les différents pathogènes. On a découvert que les bactéries, quand elles sont toutes seules, ne pénètrent pas dans l'huître. Quand il y en a deux, elles pénètrent. Et en réalité, les bactéries pénètrent dans l'huître à travers les membranes par l'émission de toxines. Les bactéries, vous savez, ça émet à peu près 2000 molécules. Et donc, ça, par ces émissions de toxines, elles ont un effet synergétique. Alors, on s'est demandé comment ça se faisait. En fait, les bactéries émettent aussi des phéromones, comme les fourmis, et communiquent entre elles. Extraordinaire. Et donc, elles ont un effet d'information de leur présence et multiplient leur effet en émettant les bonnes toxines, quand elles sont là en même temps. Mais ça ne veut pas dire que ça se passe pour les animaux sains, ça se passe surtout sur les animaux fragilisés par d'autres facteurs. Donc là, il y a quelque chose qu'on ne maîtrise pas complètement parce qu'on n'a pas pu l'étudier complètement, tout à fait. Alors la contamination. La contamination, ce qui vient à l'esprit, c'est le cuivre. Parce que le cuivre, on le sait bien, c'est avec ça qu'on tue les mousses sur les toits, etc. Le cuivre, ça tue les algues. Donc la concentration de cuivre dans l'eau, qui vient notamment de l'activité humaine, des bateaux, ça fait longtemps qu'on le surveille. On surveille sur les côtes françaises un grand nombre de métaux depuis 30 ans. C'est nous qui le faisons. Le plomb, le cadmium, et puis des molécules organiques et tout ça. Et donc voilà l'évolution dans un site qu'on surveille depuis très longtemps, du cuivre. Et le cuivre effectivement cru jusqu'en 97
et puis avec tous les mécanismes d'assainissement, etc., et de changement des règles pour les peintures, ça décroît. Donc on n'a pas l'impression que le cuivre puisse être particulièrement la cause des mortalités récentes s'il n'y a pas eu de mortalité particulière autrefois, puisqu'il n'y en a pas plus qu'avant. Alors après, on regarde d'autres polluants, en particulier les hydrocarbures aromatiques polycycliques, les HAP. On les surveille pour d'autres raisons. On les surveille parce que ce sont des molécules cancérigènes. C'est ça, les molécules qu'on analyse quand on fait les analyses de fuel du Prestige ou de l'Erica. C'est ça qu'on mesure principalement. Et c'est à partir de ces molécules qu'on définit les réglementations en matière de sécurité sanitaire. Les normes pour savoir comment est-ce qu'il faut manipuler le fuel viennent principalement de là. Le benzène en fait partie. Bon, ceci dit, on caricature un petit peu les risques. On considère que c'est risqué quand la probabilité pour un homme d'attraper un cancer augmente de 1 sur 100 000 pendant sa durée de vie. Je vous rappelle que pendant ce temps-là, la chance d'avoir un accident de voiture est de 1 sur 100. Mais bon, c'est comme ça, les normes de sécurité sanitaire, c'est fait comme ça. Donc on surveille les hydrocarbures depuis très longtemps. Et on a fait une étude particulièrement dense en 1999. C'est assez lourd à faire parce qu'il faut mesurer à peu près, pour bien caractériser ça, 16 hydrocarbures aromatiques par spectrométrie de masse et chromatographie. Nous, on sait en laboratoire en mesurer 180. Et là, ça devient vraiment du travail de spécialiste de rang mondial. Mais en mesurer 16, c'est quelque chose qu'on fait en routine. C'est ce qu'on fait en ce moment pour le Prestige, pour identifier s'il peut y avoir des risques. Et en fait, on a des faibles niveaux de concentration dans le bassin. Pour vous donner l'ordre de grandeur, à la suite du Prestige, les échantillons d'eau qu'on a analysés, au lieu d'être à 3 à 16, qui est très très largement en dessous des seuils de sécurité, on est monté à 160 nanogrammes dans les litres à la suite du Prestige. Et c'est encore un facteur 5 en dessous des seuils de sécurité sanitaire, avec les risques de cancer que je vous déclinais. Donc voilà, il faudrait manger des huîtres toute l'année pendant toute sa vie pour être malade. Il n'y a vraiment pas de danger à mon avis. Alors on s'est dit, c'est pas ça le problème. Mais peut-être qu'il y a d'autres choses. Alors on a examiné toutes les conséquences de l'activité agricole et du nautisme. Et en particulier, on s'est aperçu, c'est là qu'on s'est aperçu qu'il y avait une augmentation des peintures anti-fouling à base d'atrazine. On a étudié tous les problèmes de démoustication, les problèmes d'engrais agricoles. C'est extraordinaire parce que l'agriculture change de pratique, ils deviennent de plus en plus opérationnels. Ils surveillent la quantité d'azote dans leur sol en temps réel avec des capteurs. Et puis quand la quantité d'azote va en dessous d'un seuil où ils jugent que ce n'est pas bon pour leur culture, ils vont en rajouter. Évidemment, c'est quand il pleut, ça lessive. Et donc, quand il pleut, qui est la condition pour laquelle on évacue le plus d'azote par les fleuves vers les eaux d'épuration et tout ça, c'est là où on remet le plus d'azote. Les pratiques ont besoin quand même de s'ajuster à des choses qui soient un peu plus logiques pour tous les acteurs et pas seulement pour les agriculteurs. Donc on a analysé 26 molécules différentes dans un certain nombre de stations et c'est là qu'on a trouvé qu'il y avait des pesticides et en particulier des choses qui ne sont pas sympathiques du tout. Rien que leur nom d'ailleurs, ça a l'air bizarre. Et donc le diuron et l'atrazine. Alors qu'est-ce qui se passe avec ça? Ce sont des herbicides et ces herbicides tuent les algues et particulièrement les petites algues, et donc l'alimentation larvaire. Donc l'environnement ne joue pas sur l'huître lui-même, parce qu'on est très très en dessous des seuils dangereux pour l'huître, mais ça agit par son alimentation, et ça n'agit pas trop sur les macroalgues et les algues classiques, les planctons classiques, ça agit sur le petit, parce que celles-là sont particulièrement fragiles, ils ont une surface membranaire qui est importante par rapport à leur volume. Et donc, on aboutit à un problème qui est, oui, il y a un problème de produits et de contamination, mais il agit indirectement. Du coup, on a une faible contamination, mais peut-être quelque chose. Alors ensuite, les approches écosystémiques. On regarde les compétiteurs. Le compétiteur des larves d'huîtres, c'est le zooplancton. C'est le plancton qui, zoo, ça veut dire que ce sont des animaux qui broutent les algues. Donc ils sont en compétition avec les huîtres elles-mêmes. Et on peut regarder ici l'évolution de différentes espèces. Le triangle, c'est les larves d'huîtres. Juste après la ponte, là, voilà, elles s'augmentent considérablement. Vous avez remarqué que c'est une échelle logarithmique. Et puis on regarde d'autres prédateurs. Alors, dans cet endroit-là, on voit que les prédateurs apparaissent après la larve d'huître. Pas illogique, hein? Les prédateurs, ils ont à manger, ils se développent. Et
on voit ici que ça apparaît après la ponte. Alors, la difficulté qu'on a, c'est que c'est normal que le prédateur se développe quand il y a à manger. Le problème, il est de quantifier l'importance de ces pics-là par rapport à la quantité de nourriture, pour savoir si ça va devenir un compétiteur qui va diminuer le stock en dessous du seuil raisonnable. Et ça, il faut un modèle d'écosystème. Et pour le moment, on n'a pas les paramètres de broutage et l'importance que ça va avoir. On n'est pas capable de transformer cette observation-là en un mécanisme de description d'écosystème. Et donc là, c'est une des difficultés. C'est potentiellement compétiteur, c'est potentiellement prédateur, mais on n'est pas sûr. Alors finalement, vous voyez qu'on est face à un système complexe, un système qui doit coupler activité environnementale, et en particulier l'hydrodynamique, le climat, etc., activité humaine, et en particulier les polluants agricoles, les polluants in situ, et dans des échéances de temps qui sont courtes pour les polluants agricoles, puisque c'est des pesticides récents, et longues pour le nitrate. Animal, fonctionnement de l'huître, sa physiologie en fonction de la température, en fonction de la nourriture, mais également dans l'écosystème, la compétition de l'algue avec la nourriture et la compétition avec les prédateurs, etc. Et puis des problèmes qui sont plus à l'aval, comme les pathogènes, etc., qui sont aussi un morceau de l'écosystème. Et ça devient tout de suite un mécanisme extraordinairement complexe à étudier, qu'on ne peut étudier qu'avec des expériences intégrées, des expériences intégrant toutes les compétences, avec des plans d'échantillonnage sur un scénario et de la modélisation qui est capable d'intégrer tout ça dans une description de l'ensemble de l'écosystème. Sinon, on ne peut pas. Et cette description doit être, d'une part, adaptée au problème de la ponte, qui est un problème court terme, mais dans des tendances long terme, comme variables forçantes externes qui peuvent changer d'une année sur l'autre. Et donc, on essaye de faire ça. Et en gros, je vais vous raconter le scénario qu'on a. Le scénario, c'est que la dispersion des larves n'est pas un problème, mais qu'on a réellement un problème d'alimentation vers certaines zones, certaines années, sur le picoplancton, lié à des problèmes d'environnement, de contamination du milieu. Que dans ces conditions-là, les larves n'ont pas assez à manger, ont du mal à se développer, et elles deviennent fragiles. Elles deviennent fragiles et donc plus sensibles aux compétiteurs, elles se déplacent d'ailleurs moins vite, donc plus sensibles aux prédateurs également, et qu'elles deviennent aussi très sensibles à l'apparition et au développement de pathologies, en particulier des virus. Donc c'est ça notre scénario, c'est ça qu'on essaye de tester aujourd'hui. Et qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? On dit, c'est bien beau. Si vous avez expliqué ça, qu'est-ce qu'il en fait le conchiliculteur? Déjà, il faut qu'il comprenne, parce que c'est une problématique assez subtile. Et son besoin, il n'est pas là. Son besoin, il est d'avoir des larves. Il dit, c'est bien gentil votre histoire, mais maintenant, qu'est-ce que je fais? Eh bien, il nous faut des scénarios de sortie de crise. Alors, qu'est-ce qu'on fait derrière ça? On fait d'une part de la technicité. L'Ifremer a été l'origine pour la conchiliculture du développement des écloseries. Les écloseries, c'est au lieu de prendre des naissins naturels, ce sont des dessins qu'on fait pondre en laboratoire. Alors, on l'a fait en laboratoire, et puis après, c'est devenu des structures industrielles qui sont gérées par les conchiliculteurs eux-mêmes, et les 30% qui ne viennent pas du milieu naturel, en fait, viennent d'écloseries. Derrière ça, il faut gérer l'organisation du mécanisme d'écloserie. Il y a des écloseurs qui font ça parce qu'ils ont compris, parce qu'il y a un marché, etc. Mais dire à un conchiliculteur qui a l'habitude de sortir en barque pour attraper du naissin qu'il faut qu'il s'enferme dans un bâtiment pour faire une écloserie, ça ne passe pas. Ce n'est pas son métier, ce n'est pas sa culture, et il ne veut pas faire ça. Et ça fait des années qu'on dit aux gens d'Arcachon, vous devriez maîtriser la filière des naissins en ayant vous-même votre écloserie. À mon avis, ils ne le feront que s'ils ont plusieurs années de suite mortalité. Sinon, ils ne veulent pas. Donc on a un problème sociologique. Deuxième chose qu'on fait, c'est de la génétique. Alors sur la génétique, on a fait deux choses, qui est d'une part de fabriquer des animaux stériles, comme on a fait ça pour le blé, pour la fraise, pour tous ces machins. Ce sont simplement des polyploïdes, qui est qu'au moment de la fécondation, c'est comme tous les animaux, il y a plusieurs chromosomes, et puis naturellement, il y en a deux qui s'en vont dans les paires. Eh bien, on sait en fait maîtriser ce processus et fabriquer des polyploïdes, c'est-à-dire que les chromosomes en excès restent. Donc on sait faire des tétraploïdes. Et quand on croise un diploïde et un tétraploïde, on fait un triploïde qui est stérile. Et l'avantage d'un animal stérile, c'est qu'il n'a pas besoin de se reproduire, et donc il grossit sans problème, il grossit plus vite, et il grossit toute l'année.
Donc la laitance des huîtres en été, qui est en fait la ponte des œufs, n'existe pas chez les animaux triploïdes. Donc on a développé ça, et on s'est développé toute une fabrication de triploïdes dans l'industrie conchylicole qui sont capables de vendre toute l'année. Le mécanisme là est d'avoir une production étalée dans l'année, au lieu d'avoir comme maintenant 90% de la production en période de Noël. De donner l'habitude aux Français de manger des huîtres en été. Avant c'était les mois en R, etc. C'est plus la peine quand c'est des triploïdes. Alors ça se développe. Et là, il y a un problème de compétition industrielle. Il y a des conchyliculteurs qui ne veulent pas ça, parce que c'est leur intérêt de vivre à partir des naissins naturels, et puis c'est l'image qu'ils veulent propager. Nous sommes un produit naturel. Et il y en a d'autres qui développent des écloseries et qui achètent des triploïdes pour le faire. Et c'est devenu après un problème psychologique. C'est un OGM. C'est pas vrai, c'est pas un OGM parce qu'on n'a pas introduit de gènes externes à l'animal. C'est simplement quelque chose qu'on fait dans tout le blé qu'on mange dans le pain, et c'est un polyploïde hein, que l'homme a fabriqué depuis des années. Et donc c'est simplement ça, sauf que ça pose un problème psychologique aux conchyliculteurs. Et puis ça pose un problème d'acceptation. Pas par les consommateurs, ils s'en fichent un petit peu, même si c'est étiqueté, ils ne se gênent pas, mais d'acceptation avouée. À notre connaissance, tous les conchyliculteurs ont des triploïdes dans leur parc. Il y en a très peu qui l'avouent. Donc c'est en train de se développer de façon cachée, et puis on va voir comment ça vit, mais c'est assez marrant. Ensuite, ce qu'on fait, c'est la sélection génétique pour avoir des familles résistantes aux pathogènes. Et on a identifié des familles génétiques d'huîtres gigas, d'huîtres japonaises, qui résistent très bien aux pathogènes. Et donc c'est des résultats de cette année. On en est à la 3e génération, elles résistent vraiment bien. Et donc après, ce sera tout un problème, c'est de la sélection comme on a sélectionné les vaches et les chiens au cours du temps. Hein. Et c'est de la sélection archi-classique. Et donc après, c'est de gérer cela, de gérer des familles génétiques. C'est extrêmement lourd à gérer des familles génétiques dans une industrie. Enfin, l'approche que l'on peut avoir, c'est une approche de pratique d'élevage. Si ces huîtres pondent à certains moments, c'est parce qu'il y a les bonnes conditions dans le milieu. Et en fait, il ne faut pas croire que les conchyliculteurs ils laissent leurs huîtres gentiment grossir en un certain endroit. Ils n'arrêtent pas de les trimballer par camion. Ils les mettent, ça vit bien une huître, hein, vous savez, ça vit plusieurs jours dans un sac avant que ça arrive chez vous. Et donc, ils font ça tout le temps. Ils les trimballent d'un parc à l'autre. Et par exemple, quand il y a eu l'arrivée du fioul du Prestige, les conchyliculteurs ont fait un train de camion qui a emmené ces huîtres en Normandie. Et puis ils les ramènent. Et donc, ils peuvent fort bien déplacer les huîtres dans des endroits où les conditions de ponte ne seront pas favorables, où ils auront moins à manger, etc. Et puis les ramener pour les faire pondre dans les bonnes conditions. Et, au lieu de le faire empiriquement comme ils le font, c'est de le faire de façon rationnelle à partir de critères de surveillance. Et c'est ce genre de choses qu'on est en train d'essayer de tester et de leur passer en soutien à la conchyliculture. Donc vous voyez qu'au-delà d'une question qui se décline en problématiques compliquées, qui nous amène à des recherches assez fondamentales, les mécanismes de pénétration des pathogènes dans les huîtres, c'est très très fondamental. Comment ça marche au niveau de la membrane, etc. Qui nous amène à des interprétations écosystémiques, qui nous amènent à des mécanismes de gestion. Et on est obligé d'être sur toute la chaîne, sinon on ne répond pas aux besoins socio-économiques. Donc c'est un exemple, et en fait, dans un organisme comme le nôtre, c'est notre quotidien. On n'est que sur des problématiques de ce genre-là. Voilà. Bien, merci Jean-François. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, je vous donne le micro, parce que tout est enregistré, et attendez que je vous le passe. Bon, d'abord, Jean-François, je voulais te remercier pour nous avoir ouvert cette porte sur l'Ifremer et toutes ces problématiques scientifiques. Ça nous change un petit peu de l'astronomie. Et j'avais 2 questions à te poser, peut-être un petit peu d'ordre général. La première, c'est sur la première partie de l'exposé. Quelle différence tu ferais entre le CNRS et l'Ifremer, et notamment sur l'attitude de ces chercheurs, etc. Parce que je pense que ce sont 2 univers un petit peu distincts et on peut sûrement en tirer une leçon. Puis la deuxième, c'est sur cette application pratique que tu nous as présentée.
On a l'impression que pour une rupture d'équilibre qui est provoquée par l'activité humaine et le progrès d'une façon générale, finalement, il faut mobiliser beaucoup de moyens dans un temps très court. Et finalement, ça fait un peu peur parce qu'on se dit que si ça se trouve, des gens comme Sioran qui disent que le progrès est vraiment très néfaste et qu'on n'arrivera pas à contrôler tous ces déséquilibres. Et au niveau de la mer, quelle est ton impression là-dessus? Bon. La première question est un peu délicate. J'ai effectivement travaillé au CNRS, je suis chercheur du monde académique d'abord, avant d'être passé au CNRS, et j'ai découvert un monde en arrivant à l'IFREMER. J'ai découvert un monde d'abord, plusieurs choses. L'approche de recherche tirée par la curiosité a une grande valeur en termes de création de connaissances, et on sait à un retour pour la société à long terme ou à moyen terme, on le sait. Presque n'importe quelle découverte finit par avoir un impact socio-économique. Et c'est assez différent de l'approche que nous avons, nous, qui est d'abord d'analyser la question et de la décliner en problématique de recherche. C'est une démarche qui est vraiment très différente et qui est très passionnante. Les deux sont très passionnantes. D'autre part, je me bats contre tous les gens qui disent « oui, c'est de la recherche appliquée, c'est même pas de la recherche, ce sont des études, etc. » C'est vrai qu'on fait beaucoup d'études. Au sens où il y a des choses, quand on nous dit quel est l'état de la pollution en rade de Toulon, ce qu'on a fait récemment, on n'a pas appris grand-chose sur le comportement des polluants. On a tiré parti de nos connaissances sur la mesure des polluants, les procédés, le devenir dans l'environnement, etc., pour savoir ce qu'il fallait analyser et puis donner le résultat. On n'a pas appris grand-chose de fondamental, mais on a donné une réponse. Mais en même temps, des questions aussi complexes que ça aboutissent sur des choses. N'importe quel de ces sujets peut faire l'objet d'une thèse. En fait, il y a une dizaine de thèses là derrière. Et de thèses qui sont faites dans des labos de recherche du CNRS. Simplement, nous, on est obligé de prendre cette connaissance-là pour en faire un transfert. Deuxième chose qui m'a paru évident, qui était moins sympathique pour le CNRS, c'est que le monde académique se vit comme un monde extrêmement ouvert. Quand on est chercheur, on se dit oh, c'est formidable, je suis en contact avec le monde entier, etc. Mais en fait, quand on l'analyse, il est en contact avec ses pairs dans le monde entier. Donc le si petit monde de David Lodge. Et quand je suis arrivé à l'IFREMER, je suis arrivé, pour vous dire, dans mon comité de direction, il y a quelqu'un qui vient de la construction navale, il y a quelqu'un qui vient de Sciences Po, il y a quelqu'un qui vient de l'ENA, il y a quelqu'un qui vient du parapétrolier, quelqu'un qui vient du pétrole, il y a quelqu'un qui vient de la SOR, il y a quelqu'un qui vient de Métal Europe, etc. Et j'ai été confronté à un monde complètement différent, avec des réactions, des problématiques, etc., complètement différentes. Qui, par contre, ont bénéficié de mon arrivée parce que je connaissais le monde académique et j'ai ouvert l'IFREMER. Troisième chose, c'est que lorsqu'on a un problème comme ça, c'est forcément terriblement interdisciplinaire. Toutes les problématiques qui viennent de la questionnement socio-économique est très, très interdisciplinaire. C'est impossible de le réduire à un problème disciplinaire qui est quand même le fil directeur de la recherche académique. Et nous, on est obligé de partir de l'interdisciplinarité. Et d'autre part, c'est l'interdisciplinarité tellement complexe qu'on est obligé de le construire comme un projet et pas comme un programme. On est obligé, après avoir décanté un petit peu, de dire mais maintenant, pour traiter la question, comment je fais? Est-ce qu'à un moment donné, je regroupe tout cet effort-là avec toutes ces compétences, avec un plan d'échantillonnage, etc. C'est un vrai projet. Et des projets très compliqués parce qu'ils concernent beaucoup de laboratoires. En ce moment, on fait un projet sur la mortalité des huîtres adultes, une problématique complètement différente de celle-là. Il y a 18 labos avec des compétences complètement différentes. Il y a des professionnels, il y a de l'industrie, il y a des vétérinaires, il y a un peu de tout. Mais on les a tous organisés avec un projet comme on ferait un projet industriel. On ne peut pas autrement traiter nos problèmes. Donc j'ai un problème de management complètement différent par rapport au management scientifique du CNRS. Bon, puis derrière, je ne fais pas le même boulot. Hein. Au CNRS, j'étais directeur scientifique et puis le DG du CNRS n'a pas la même problématique de management que le PDG de l'IFREMER. D'abord, c'est un EPIC, donc j'ai aussi la gestion sociale et tout ça. Je négocie les salaires avec les syndicats et toutes ces questions-là, ce qui est très amusant intellectuellement. C'est pas drôle tous les jours. J'ai la problématique de l'interface avec les préfets, avec des ministères, avec la Commission européenne. On travaille au quotidien avec la direction des pêches, la direction de l'environnement, la direction de la recherche des ministères de l'Europe. Et cette problématique-là, on ne la rencontre pas au CNRS. Donc j'ai un métier qui n'a rien à voir. Alors ensuite, tu me disais, la deuxième question, c'est
Alors, sur les déséquilibres qu'on provoque, moi j'ai tendance à être par nature optimiste. D'abord, il n'est pas d'activités économiques qui ne doivent pas se vivre en matière de développement, de progrès, de développement technologique, d'amélioration de la rentabilité, etc. Ça n'a pas de sens d'avoir une activité économique qui se vit en décroissance. Même si ça existe, mais à ce moment-là, on gère la crise et on ne gère pas la problématique économique. Et donc, l'homme va continuer à faire du développement, va fabriquer des nouveautés. Il faut rappeler qu'en chimie organique, l'homme fabrique à peu près entre 3000 et 5000 nouvelles molécules par an. La quasi-totalité, quelque part, part dans l'environnement. On sait en analyser des tas, mais leur devenir en réalité dans l'environnement, comment ils se comportent, où est-ce qu'ils vont s'accumuler, qu'est-ce qu'ils vont avoir comme effet sur l'écosystème, le monde vivant, à tous les niveaux, au niveau de l'individu, au niveau de la reproduction, au niveau de la population, au niveau de... etc. On ne sait rien. On est face à une avalanche. Et donc, on est obligé de s'adapter et d'inventer des démarches adaptées aux problèmes. Par exemple, sur les molécules organiques, je cite ça volontairement, on identifie des espèces cibles qui seront des modèles pour les autres. Et c'est celles-là qu'on surveille. Donc, on invente des problématiques pour nous adapter à la question. Et puis cette problématique de gestion de projet intégré, c'est très récent à l'IFREMER. C'est moi qui l'ai introduite, avant ça n'existait pas. Tout simplement parce que j'ai dit à l'IFREMER, on a toutes les compétences voulues, mais organisez-nous pour traiter le problème au niveau de sa complexité. Et ça, c'est une adaptation récente qu'on voit d'ailleurs partout dans le monde en sciences de la mer, dans les organismes analogues aux nôtres. Et donc on apprend à traiter les problèmes en fonction de ce qui se pose. Et puis voilà quoi, on fait. Mais c'est vrai que c'est à chaque fois un défi compliqué. Merci. D'autres questions? J'ai vu des bras se lever par là. Non? Oui. J'ai pas bien compris. J'ai oublié le terme trilo. Vous transformez les huîtres et vous les triploïdes. Les triploïdes, oui. Vous dites qu'elles ne se reproduisent pas. Oui. Mais alors comment elles font pour se reproduire? Eh ben, on les reproduit en labo. Non, Je veux dire, elles sont dans une écloserie, c'est une écloserie qui fabrique des triploïdes et qui les vend. Elles ne se reproduisent pas dans la nature. Ah d'accord, c'est ça. Ouais. D'accord. Merci. Et donc il y a des écloseurs dont c'est le métier, ils fabriquent ça. C'est une industrie maintenant. Mais c'est, encore une fois, je vous rappelle, là, c'est pareil pour beaucoup de produits qu'on mange tous les jours. Oui, il n'y a pas de différence de goût. Ça, c'est une des choses qu'on a développées à l'IFREMER. On a un panel de... Vous savez, comme il y a les tests vins et tout ça. Et ben nous, on a un panel de 145 personnes qui ont été formées au goût des produits de la mer. Et on fait des tests sur les produits. Alors, on ne le fait pas de manière industrielle. Quand les industriels nous demandent est-ce que vous pouvez tester ça ou ça, on ne le fait pas. On le fait pour des fins de recherche. Parce qu'en réalité, ce qu'on appelle les tests gustatifs, les mesures organoleptiques, pour faire encore plus savant, sont extrêmement performantes. Pour vous donner un ordre de grandeur, si vous voulez savoir s'il y a des hydrocarbures aromatiques dans les moules au niveau de toxicité, il suffit que vous les sentiez. Si vous les sentez, c'est qu'il ne faut pas les manger. Par contre, dans les huîtres, vous ne pouvez pas, parce que l'huître sent plus fort que la moule. Et donc, vous sentez l'huître avant de sentir les hydrocarbures. Donc là, on est obligé de faire la mesure. Et ça, on a développé toutes ces méthodes-là. Et en particulier, une des questions qu'on s'est posées, c'est est-ce que les produits d'élevage, ou les triploïdes, dans les cas des huîtres, ont des goûts reconnaissables? La réponse est non, suivant les conditions d'élevage. Ce qui détermine, ce n'est pas le fait que ce soit un triploïde, c'est les conditions d'alimentation, d'élevage de l'huître. Par exemple, le bar d'élevage qu'on mange. Quand vous allez dans un restaurant, que vous mangez un bar, c'est du bar d'élevage, il est long comme ça. Ça veut dire que c'est un bar portion, c'est comme ça que ça s'appelle. Il a été élevé jusqu'à cette taille-là, puis il a été ramassé pour aller dans votre assiette. Et c'est nous qui avons les brevets sur l'élevage du bar. Et donc, on a fait des tests et on s'aperçoit que suivant la densité du bar dans la cage, suivant l'alimentation qu'on lui donne, vous êtes incapable de reconnaître par rapport à un bar sauvage. La chasse, hein, et quand on chasse un chevreuil, etc., il ne faut pas le tuer n'importe comment. Mais c'est pareil, quand on pêche un poisson, il est stressé, et donc il émet des toxines, et suivant comment il a été attrapé, il va émettre plus ou moins de toxines. Alors si vous pêchez un bar à la ligne, il est très peu stressé, il meurt très vite, et donc il est meilleur que lorsque vous le pêchez au chalut. Surtout qu'au chalut, en général, vous traînez le chalut pendant, c'est une grosse manœuvre, vous le traînez pendant suffisamment longtemps, et les poissons qui sont rentrés les premiers dans le chalut
ils ne sont pas en bonne forme quand on les ramène sur le pont. Ils ne sont même pas beaux à voir quelquefois. Donc ça fait partie des choses qu'on a analysées, parce qu'il faut des outils technologiques d'observation. Et on recommande des pratiques aux pêcheurs, en particulier des traits de chalut qui soient plus courts dans le temps, pour augmenter, entre l'effort qu'ils font et la proportion de poissons qui sont bons à commercialiser, il y a juste un équilibre à trouver, et on développe ce genre de pratique. Parce qu'autrement, c'est du gaspillage, hein, on fait mourir un poisson qu'on ne mange pas, c'est pas malin. D'autres questions, nature culinaire, scientifique, économique ou... Merci, bonsoir. Le commandant Cousteau avait, entre guillemets, l'habitude d'alerter l'opinion publique sur la surpopulation humaine. Qu'en pensez-vous? La surpopulation en mer Humaine. humaine. Vous savez que dans la problématique du changement climatique, du développement durable, le paramètre fondamental, c'est la démographie. Et le fait qu'on puisse avoir une transition vers une économie durable, ça vient en fait du ralentissement démographique qui est prévisible pour les années, en gros 2050 et quelque chose comme ça. Donc, ce qui est vrai pour l'ensemble du problème du changement climatique est vrai pour l'ensemble des problèmes de pollution, et en particulier l'environnement marin. Il a raison de ce point de vue-là. Le problème clé, c'est la démographie. Ceci dit, qu'est-ce que vous en faites? Vous empêchez les gens d'avoir des enfants? La réponse, elle est l'éducation, le changement de culture, etc. Il faut que ça soit accepté par les populations. Mais ce changement est en cours. Ce changement est en cours et les projections démographiques sont beaucoup plus optimistes maintenant qu'elles n'étaient il y a 20 ans. Est-ce que vous avez eu l'occasion de vous servir de certains satellites artificiels tels que Spot et compagnie sur le niveau mer? Alors, je vais vous répondre, même si, comme il a été rappelé, je suis un fan des satellites. La réponse est oui. Alors pourquoi est-ce qu'on a besoin des satellites en océanographie? C'est parce que une bonne partie des problèmes océanographiques touchent l'océan global. C'est vrai du climat, c'est vrai de la géophysique, c'est vrai des problèmes de cycle de carbone, etc. Donc il y a des problèmes qu'on ne peut pas étudier à moins d'étudier l'océan à l'échelle de la planète. Or, quand on fait des observations in situ par des instruments autonomes ou des bateaux, on n'arrive pas à avoir le bon échantillonnage. On n'arrive pas à en mettre assez pour observer l'océan. Même si on fait ce genre de choses. Pour donner un exemple, il y a un projet qui est en cours en 2003-2004 où on déploie 3000 instruments dans tout l'océan. Alors l'avantage du satellite, c'est qu'il observe, lui, la totalité de l'océan, ou 95% suivant les satellites, en quelques jours, 3 à 10 jours, suivant les orbites. Il répète pendant toute sa durée de vie. Topex Posidon a été lancé en 1992, il marche toujours. Les données sont homogènes, il n'y a pas besoin d'un intercalibré, c'est le même satellite, le même instrument qui fait ça tout le temps. Et ils fonctionnent, et ils envoient les données par tous les réseaux, donc ils sont disponibles dans les ordinateurs du monde entier. Topex Posidon, il y a à peu près 300 labos dans le monde qui accèdent à ces données. Et donc, c'est formidable, d'autant plus que le nombre de paramètres qu'on peut mesurer depuis l'espace est fabuleux. On mesure les courants, les marées, les vagues, la température, l'étendue des glaces de mer, la concentration de chlorophylle, l'abondance de certaines espèces de plancton, les pics de pollution, la dispersion des panaches turbides près des côtes, tout ça on le voit très bien par satellite. Par contre, il y a des choses qu'on ne fait pas. En ce moment, la question est posée partout, y compris le président de la République nous demande « Mais pourquoi est-ce qu'on ne regarde pas les nappes de pétrole par satellite ?» La réponse, c'est qu'on ne les voit pas. Désolé, mais on ne les voit pas tout le temps. On les voit même rarement. Donc, on ne peut pas tout voir. Et c'est pour ça qu'on continuera à développer des campagnes océanographiques et des instruments automatiques pour mesurer l'océan. On a besoin des deux. Mais les satellites, nous, on les utilise. Alors l'IFREMER, là-dedans, d'une part, il a des spécialités, notamment sur tous les paramètres qui déterminent l'état de surface, la relation entre le vent, les vagues, et toutes ces questions-là. La deuxième chose, sur les glaces de mer. Il y a une très bonne spécialité à l'IFREMER qui est en train de disparaître parce que les gens s'en vont et que ça va se faire ailleurs maintenant. D'autre part, on rend un service. Les données des satellites européens au-dessus de l'océan, c'est nous qui les traitons et les gérons. C'est en train d'évoluer aussi. Et enfin, on est en train de se positionner sur la problématique des satellites opérationnels. La question est la suivante. Les agences spatiales, comme le CNES, l'Agence spatiale européenne, la NASA, sont des agences de développement technologique. Ils sont très bien pour faire des satellites scientifiques, où il y a de la technologie, et on en lance un.
Mais dès qu'il s'agit d'observation de la Terre dans la durée, il faut des satellites dits opérationnels, qui marchent de façon récurrente. Et les agences spatiales ne lancent pas ces choses-là. Météosat, c'est l'agence EUMETSAT, l'agence de météorologie européenne pour les satellites, qui le gère et qui le finance. Et donc, le problème qui est posé pour l'océanographie, c'est de trouver des agences européennes où on met le budget de gestion des satellites récurrents opérationnels. Et à part ceux des satellites météo, qui sont déjà bien gérés, se pose la question des satellites, notamment pour les courants, des choses comme ça, la suite de Topex Poséidon. Et le discours qui est tenu, c'est qu'une partie devrait être financée de façon opérationnelle, et en France, c'est forcément l'IFREMER. Ça pourrait être l'IFREMER ou le service hydrographique de la marine ou Météo France, et le D est tombé sur l'IFREMER. Donc on commence, nous, à rentrer dans la problématique du financement pérenne de satellites opérationnels, qui est à la fois un challenge et un souci, surtout dans ces époques de réduction budgétaire. Donc là, c'est un problème de politique, carrément. En ce qui concerne Nautilus, qui a œuvré il n'y a pas très longtemps sur l'épave du Prestige, il n'y en a qu'un seul exemplaire, plusieurs, et quelles sont ses fonctions en fait, de recherche ou aussi d'accompagnement dans ce type de mission? Alors, l'IFREMER, la France en général, a une longue histoire sur les bathyscaphes et les sous-marins, depuis Picard et tout ça. Et effectivement, l'IFREMER a développé des sous-marins. Le premier qui a été développé il y a 30 ans, c'était Siana, qui est encore actif, encore en fonctionnement, mais qui sert très très peu. Donc j'ai décidé de désarmer. Il a servi l'année dernière 3 jours, quelque chose comme ça. Et je ne veux pas payer l'entretien d'un sous-marin avec tous les coûts et les problèmes de sécurité que ça pose pour un aussi faible usage. C'est du mauvais management. Donc je vais le céder à un musée. Et on a fait un appel d'offres ouvert. Il y a 3 musées qui sont manifestés. J'attends de voir leur offre. La deuxième chose, c'est qu'on a le Nautile qui a été construit il y a à peu près 10 ans, qu'on a caréné complètement désossé, complètement remonté et qui fonctionne. C'est un sous-marin scientifique, à destination scientifique, d'observation et d'échantillonnage. Mais il ne faut pas croire que le travail scientifique soit simple. On fait des échantillonnages, on dépose des outils, etc. C'est assez complexe, techniquement, comme travail. Et il a 2 bras, il a un bras qui est costaud et simple, mais il a un bras qui a 7 degrés de liberté, c'est-à-dire plus que notre bras, à nous. Et qui est extrêmement manipulable et pour lequel on a développé des techniques de préprogrammation de certaines opérations. Donc, avec de l'intelligence artificielle, certains trucs, le bras du truc le fait tout seul. Il suffit d'appuyer sur la bonne touche, etc. Ça devient assez sophistiqué. Donc il est à destination d'opérations scientifiques pour les géosciences marines, la biologie profonde et ces choses-là. D'autre part, il est très bien équipé en vidéo, parce que, comme d'habitude, on veut voir. Et on a développé récemment, l'année dernière, des systèmes de vidéo très haute résolution, ce qui existe pour la télévision et tout ça, pour avoir d'excellentes images. Alors, quand il en existe des sous-marins aussi bons que le nôtre, il n'en existe pas, évidemment, mais des sous-marins capables d'aller dans les grandes profondeurs, il en existe 5 dans le monde. Les Japonais en ont un qui est assez récent, mais qui est très gros, beaucoup plus gros que le nôtre, moins flexible. Les Américains en ont plusieurs, ils en ont surtout un scientifique qui est ancien, presque aussi vieux que Siana, et pour lequel ils se posent des problèmes de suite. Les Russes en ont un, mais il va à moins grande profondeur, il ne sert pratiquement pas. Et puis il y a un autre qui sert énormément, il plonge à peu près 150 fois par an, il a déjà fait 1500 plongées. Et quand le Prestige a sombré, nous on a dit tout de suite au gouvernement espagnol, on peut aller voir, et vous avez intérêt à aller voir pour savoir s'il fuit. Et on a bien fait, parce que la réponse était, ça fuit, 125 tonnes par jour, c'est beaucoup. Hein. Rappelez-vous, quand on sort tous les chalutiers pour ramasser du pétrole, ils ramassent 100 tonnes dans la journée. Donc c'était le tonneau des Danaïdes. Il y en avait suffisamment au fond pour que ça dure un moment. Et donc après ça, le gouvernement espagnol a dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Et nous, on a proposé de faire un colmatage provisoire. Et on a inventé des concepts et des outils. Il y a des outils qui ont été développés exprès pour boucher certains trous. Il y a des choses qu'on n'imaginait pas de faire. Les grands panneaux de sabord, des gros machins. Le Nautile a développé des outils pour les fermer puis verrouiller les choses après avoir enlevé les joints parce qu'ils étaient complètement écrasés à cette profondeur-là. Et donc on a bouché les trucs. L'annonce officielle va être faite, vous l'avez en avant-première, par les Espagnols jeudi.
On a fini le travail. On a réduit, je pense qu'ils vont annoncer plus de 98% des fuites parce qu'ils sont prudents. On n'est pas sûr d'avoir tout vu. On ne voit pas loin dans le fond de l'océan, c'est tout noir. Mais nous, on pense que c'est plus que ça. On pense que c'est au moins 99%. Donc maintenant, ce qui fuit, c'est rien. C'est comme quand il y a un bateau qui laisse tomber un bidon d'huile dans la mer, c'est rien. Donc, et c'est provisoire. Maintenant, la deuxième étape consiste à se dire qu'est-ce qu'on fait sur cette épave. Est-ce qu'on la nettoie définitivement? La réponse est objectivement oui, mais c'est un boulot d'industriel. Sauf qu'aucun industriel n'a jamais fait ça. Donc il faut qu'ils inventent. Et nous, on ne veut pas le faire. On saurait, on a des savoir-faire pour percer une coque à grande profondeur avec un train de tige, on sait faire. On l'a déjà fait sur des galions qui avaient plongé à 2000 mètres de profondeur pour récupérer la cargaison. 2000 tonnes d'or, ça vaut le coup. Il n'est pas issu que vous soyez partenaire dans une opération comme ça. Non, on ne veut pas être partenaire parce que c'est une opération à risque. Là, il y a un vrai risque. D'abord, c'est une zone où il ne fait pas beau, presque jamais beau. Ensuite, quand on va percer une coque qui est fragilisée, on ne sait pas comment elle va réagir. Et comme il y a encore 40 000 tonnes de fuel dedans, que ça va faire, on ne sait pas. Et ça suppose donc des grosses études techniques par un industriel et un chantier avec des assurances, des mécanismes comme ça qui ne sont pas notre problème à nous. Il faudra un très gros bateau, un bateau de 200 mètres sur le zone, etc. C'est un énorme chantier, quelque chose que personne n'a jamais fait. Et donc, nous, ce n'est pas notre truc. On veut bien être en appui sur la définition du cahier des charges, en appui d'évaluation, mais on ne veut pas. Même si on a proposé un procédé. Il y a des ingénieurs de chez nous qui ont imaginé un procédé très innovant et ils l'ont proposé aux Espagnols pour leur donner à réfléchir. Une autre question concernant le Nautil, il n'existe qu'en un exemplaire, donc Ouais. c'est à cause du coût, à cause de l'usage, à cause de quoi? Un peu tout. C'est quand même une sphère de titane de 2 mètres de diamètre. C'est pas bon marché, d'ailleurs heureusement que c'est la Défense qui l'a faite, on ne pourrait pas se le payer. C'est un laboratoire qui le gère ou... C'est nous. Non, c'est pas un labo, c'est nous. En tant qu'institut, on a un armateur qui s'appelle G-Navire, qui gère la flotte et les engins. C'est un outil géré opérationnellement avec des règles de sécurité extrêmement strictes qui sont évaluées par la DCN. En fait, la sécurité est évaluée de l'extérieur de l'Ifremer, avec une formation des pilotes qui sont souvent d'anciens pilotes de sous-marins, mais qui est assez lourde, avec une programmation qui rentre complètement dans la programmation de la flotte, avec la programmation des bateaux sur la base de projets scientifiques. Donc c'est nous qui gérons le programme et l'évaluation, et c'est G-Navire, notre armateur, qui gère l'opération et l'entretien. Et c'est nous qui payons. Ça coûte cher, hein. Le Nautil, avec le bateau, c'est 50 000 € par jour. Bonsoir. À propos des dégagements gazeux des fonds marins, alors est-ce que c'est vrai que les bateaux qui ont disparu dans le triangle des Bermudes auraient perdu leur flottabilité par des dégagements gazeux et est-ce que ces dégagements gazeux pourraient avoir une incidence sur le climat? Alors, pour le coup des Bermudes, j'en sais rien du tout. Ce que je sais par contre, c'est que l'analyse statistique du nombre de bateaux qui ont coulé dans la région des Bermudes par rapport à la fréquentation navale, qui est abondante dans ce coin-là, il y a beaucoup de bateaux, donc le nombre d'accidents n'est pas statistiquement différent du nombre d'accidents, je ne sais pas quoi, au large des côtes de France et d'Espagne. Donc il n'y a pas de signal statistiquement significatif qu'il y ait des accidents particuliers dans la zone des Bermudes. Ça, c'est assez bien démontré, même si c'est vrai que comme il y a beaucoup de bateaux, il y a beaucoup qui coulent. Deuxièmement, c'est vrai qu'il y a des dégazages sur le fond de la mer. Il y a 2 sortes de dégazages. D'une part, il y a des réserves de méthane dans les couches sédimentaires. Et quand il y a des failles, des instabilités sédimentaires, ce méthane diffuse vers la surface et part dans l'eau de mer. Mais ça fait des fuites assez petites. On le voit, on les étudie parce que ça alimente des écosystèmes et c'est un indicateur de ressources pétrolières profondes. Donc on étudie ce genre de choses. Et la chose dont vous parlez, en fait, c'est les hydrates de gaz dont je parlais tout à l'heure. Les glaces qui sont en gros à 100 mètres sous la surface des sédiments, qui contiennent du méthane, et ces glaces sont instables, thermodynamiquement instables. Si vous changez la température de l'eau ou la pression, donc l'élévation du niveau de la mer, ou si vous enlevez les sédiments parce qu'il est instable, il a coulé, cet hydrate de gaz peut fondre et le méthane partir. Et ça peut faire des dégazages massifs. Ça a été observé, ça existe. Ça fait des grosses bulles qui remontent à la surface.
Et effectivement, des scientifiques imaginent que certains phénomènes climatiques, des réchauffements abrupts, ont été dus à de tels dégazages. Vous savez, les pentes de sédiments le long des talus continentaux peuvent être terriblement instables. On connaît des endroits où il y a eu 1000 km de large de sédiments qui ont glissé d'un seul coup. C'est pas une petite avalanche, hein. 1000 km, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Et donc, ça s'est fait il y a longtemps, hein. Il n'y avait pas d'enregistrement scientifique, il y a eu juste du paléosédiment. Et donc, à ce moment-là, il peut se dégazer du méthane en quantité très importante, qui, à ce moment-là, arrive dans l'atmosphère. Il ne se dissout pas dans l'eau de mer parce qu'il bulle. Et dans l'atmosphère, c'est un gaz à effet de serre. C'est un gaz à effet de serre bien plus efficace que le gaz carbonique. Et donc, ça provoque un réchauffement brutal. Et on voit des fluctuations climatiques qui pourraient être dues à ça. Donc, c'est vrai, ce que vous avez entendu dire est vrai, ça a pu se passer dans le passé. C'est très dur à démontrer qu'il y a une relation cause à effet, parce que démontrer précisément la concomitance d'un événement sédimentaire avec un événement de réchauffement climatique, démontrer qu'à cet emplacement-là, il y avait de l'hydrate de gaz, etc., c'est très très difficile, on ne sait pas le faire. Bien, merci. Bon, s'il n'y a plus de questions, il nous reste une dernière fois à remercier Jean-François Münster. Merci. Merci. Et bonsoir. Et donc, je vous donne rendez-vous le mois prochain, mardi 4 mars, pour une conférence sur Einstein, et en particulier la confrontation entre la théorie et l'expérience, qui sera effectuée par Jean Eisenstadt, qui est directeur au CNRS, historien des sciences de l'Observatoire de Paris. Voilà. Merci.